Chers amis, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre série Missing 411. Donc, comme vous le savez, c'est l'épisode 10 aujourd'hui. Nous allons aborder différents sujets, notamment la connexion UFO et UAP du phénomène Missing 411, la connexion Bigfoot-Sasquatch et la première partie des cas de type Bigfoot. Okay, donc, ça va être très intéressant avec des nouvelles directions. Mais encore une fois, je tiens à le dire à chaque fois que je réalise cette série en tirant avantage du travail incroyablement minutieux et consistant de David Paulides. Toutefois, comme vous le savez, je sors un petit peu des sentiers battus en apportant mon regard très personnel sur le phénomène, en effectuant des liens entre différents cas, mais également en y connectant d'autres phénomènes connexes, type comme vous avez pu le voir avec le dernier épisode de notre hors-série Skinwalker Ranch qui est sorti donc il y a 2 semaines, et c'était l'épisode 3, donc le dernier épisode de cette série. Donc cette série maintenant est terminée. Maintenant, nous effectuerons une forme de convergence entre l'approche de David Paulides et tenter d'y apporter une direction nouvelle en abordant d'autres sujets connexes à Missing 411. Notamment, on va commencer à élargir le sujet parce qu'il y a d'autres sujets qui sont connexes, comme la partie Sasquatch, la partie Crop Circles, qui viendront compléter l'approche commencée avec Skinwalker Ranch. Donc jusqu'à présent, nous avons introduit le phénomène Missing 411 afin d'essayer d'en comprendre son origine, son fonctionnement, les phénomènes parallèles qui sont connectés et reliés. Toutefois, dans cet épisode 10, je souhaiterais apporter des éléments de précision quant à la liaison que je réalise personnellement entre les différents phénomènes que nous avons déjà abordés ensemble. Ainsi, autant que possible, j'aimerais faire de chaque épisode sur le sujet Missing 411 une expérience à chaque fois assez unique et une progression logique en fait, et de largement tirer avantage de vos commentaires et vos analyses. En effet, encore une fois, je vous remercie profondément pour ceux qui regardent, regardaient ces contenus sur le sujet autant effrayant que fascinant. Et effrayant, ils vont le devenir un peu plus parce que il y a une partie très sombre de la partie Missing 411 que je n'ai pas encore. Moi, il y a une partie sombre déjà, mais il y a une partie encore plus sombre que je vais aborder un peu plus. Et mais c'est également fascinant. Puis ce sera encore plus fascinant parce que nous allons ouvrir différentes, on va dire, directions pour le phénomène. Donc naturellement, je vous remercie tous particulièrement pour tous ceux qui font des commentaires, tous ceux qui mettent des pouces d'appréciation. Même si vous ne faites pas un commentaire, vous mettez un pouce d'appréciation. Pour moi, c'est extrêmement valorisant parce que ça prouve que le travail que j'essaie de réaliser, le partage que j'essaie de faire, parce que moi je suis un partageur professionnel, non pas un YouTuber professionnel. Je fais pour partager. Donc chaque approbation que je reçois, c'est un véritable plaisir. Donc je vous remercie profondément pour ça. Donc encore une fois, Missing 411, c'est un phénomène vraiment particulier, car il touche n'importe qui, à n'importe quel instant, et n'importe où. Donc c'est un phénomène qui a multiples facettes. Comme je le disais, il y a d'autres facettes de ce phénomène, notamment et qui sont représentées, qu'on a déjà abordé. Hein, la connexion UAP UFO, on va l'approfondir aujourd'hui, mais vous l'avez bien vu qu'on l'a largement couverte. Il y a la partie Sasquatch, Bigfoot. Alors, si j'avais abordé la question de Sasquatch, Bigfoot depuis le début, je pense que vous m'auriez pris pour un fou. Encore un halluciné qui pense que les Bigfoot et les Sasquatch existent. Alors, moi, je pense qu'ils existent, mais il y a un raisonnement à avoir. Il y a une analyse que je vais partager avec vous aujourd'hui, et ce sera à vous de me dire ce que vous en pensez. Mais la série Missing 411 va prendre un détour maintenant du côté Bigfoot. Okay. C'est ce que nous allons voir ensemble et voir quels sont tous les cas qui sont répertoriés, cachés, sur lesquels nous allons apporter des éléments de preuve et des convergences d'éléments qui vont prouver que effectivement, dans la partie Missing 411, il y a un élément connexe qui est Bigfoot, ou ce qu'on appelle aussi au Canada le Sasquatch, qui est plus un nom amérindien. Mais aussi il y a un dossier paranormal à aborder, parce que il y a toutes ces légendes amérindiennes que nous avons commencé à voir ensemble. Je vous ai parlé effectivement du Dogman, je vous ai parlé, qu'on appelle aussi le loup-garou, mais qu'on appelle ici en Amérique du Nord le Dogman. C'est pas werewolf, mais c'est plutôt le Dogman. Et il y a également le Wendigo,
mais également le Bigfoot et le Sasquatch qui fait partie de la légende amérindienne et que nous allons aborder ensemble aujourd'hui un peu plus en détail. Et nous avons pu voir la connexion de ces éléments avec ce qui se passe en Utah, par exemple, avec le Skinwalker Ranch, où il y avait des observations de Dogman, des observations de Bigfoot, des observations de loups, de direwolf, par exemple. Donc, il y a cette connexion avec les légendes amérindiennes que nous aborderons donc un peu plus tard. Donc, encore une fois, aujourd'hui, c'est un épisode très spécial, avec beaucoup de révélations et de nouvelles directions pour ce phénomène. Encore aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses à traiter durant le préambule et nous allons aborder ces nouvelles facettes du phénomène et de réaliser une analyse un peu plus poussée du phénomène et des cas qui en découlent. Donc cette analyse qui est basée largement, encore une fois, sur vos commentaires extrêmement riches et aussi l'agrégation entre vos commentaires et mon analyse personnelle. Donc aujourd'hui, nous allons voir dans le préambule. Nous ferons un petit détour sur vos commentaires de l'épisode 9 de Missing 411 et les possibles liens entre la fin du hors-série Skinwalker Ranch et Missing 411 pour apporter on va dire une fermeture et certaines révélations importantes que je vais vous faire parce que je connais beaucoup de choses sur Skinwalker Ranch et je vous dirai pourquoi. Deuxièmement, nous regarderons de plus près, dans une deuxième partie, nous regarderons de plus près l'approche de David Paulides quant à la connexion Missing 411 et UAP-UFO. Donc effectivement, le dernier documentaire de David Paulides, qui date de 2019, il me semble, était intitulé La connexion UFO. Vous avez pu voir l'image à plusieurs reprises. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet vraiment de manière plus profonde pour donner, on va dire, une sorte de clôture par rapport à ce que nous avons vu entre Missing 411 jusqu'à maintenant, les différents cas qui en découlent, mais également la connexion avec Skinwalker Ranch. Et donc, en troisième partie, nous commencerons notre descente afin de comprendre la connexion Sasquatch, Bigfoot et Missing 411. Quel est le raisonnement derrière? Parce qu'on ne peut pas dire Bigfoot, ça n'a aucun sens. Il faut expliquer quelle est l'origine de Bigfoot. S'il existe, pourquoi il existe? Comment il existe? Donc on va expliquer ça. Donc chers amis, nous avons beaucoup de choses à couvrir. Donc suivez-moi alors que nous plongeons encore un peu plus profondément dans les méandres et les mystères du phénomène Missing 411 et ses étranges disparitions. Générique. Chers amis, nous voilà dans notre préambule, notre fameux préambule dans lequel que nous utilisons largement pour aborder différents aspects des vidéos précédentes, mais également des nouvelles orientations que nous prenons dans notre série Missing 411. Et c'est aussi un moyen pour moi aujourd'hui d'effectuer une forme de clôture de la séquence Skinwalker Ranch, d'effectuer une revue de vos commentaires sur l'épisode 9 de Missing 411 et l'épisode 3 de Skinwalker Ranch. Donc, alors, notre fameux préambule aujourd'hui sera vraiment différent parce que je vais vous faire certaines révélations quant à Skinwalker Ranch et proposer une approche nouvelle quant à nos prochaines vidéos que j'aborderai à la fin du préambule. Donc, avant de clore complètement le chapitre Skinwalker Ranch,
je dois vous avouer quelque chose. La raison pour laquelle je connais tant de choses sur Skinwalker Ranch, et je ne dis pas tout parce qu'il y a aussi des choses qui sont extrêmement sensibles, mais je partage le gros de ce que je sais avec vous. La raison pour laquelle, c'est parce que je connais un des scientifiques qui travaille sur le site de Skinwalker Ranch depuis maintenant 10 ans, dont je tairai le nom pour éviter qu'il ne soit inquiété. Il connaît David Paulides et il travaillait déjà sur Skinwalker Ranch, et c'est lui qui avait invité David Paulides sur le Skinwalker Ranch parce que lui, il sent qu'il y a une connexion entre les deux phénomènes, mais il n'a pas le temps de regarder précisément le phénomène de Missing 411 et d'essayer de trouver des moyens de convergence ou des éléments de convergence avec le Skinwalker Ranch. Donc moi, j'ai étudié avec son petit frère, donc je le connais bien, c'est un scientifique que j'admire beaucoup, c'est quelqu'un de très doué, et dans nos conversations, comme il connaît ma capacité, ma capacité en informatique par exemple, c'est de connecter les éléments qui ne sont pas connectés, de regarder des technologies qui ne fonctionnent pas forcément ensemble, mais d'y trouver un moyen de créer de la valeur ajoutée dans des solutions informatiques et télécoms pour des opérateurs, des entreprises. C'est le travail que je fais en informatique. Et de par ces éléments-là, il m'a demandé de regarder est-ce que Skinwalker Ranch pourrait avoir des éléments de convergence avec Missing 411. Donc ce que je fais en même temps que je fais ces vidéos, c'est créer une sorte de trame parallèle entre les deux phénomènes et que je partage avec lui. Donc régulièrement, quand je fais des vidéos, je lui explique en live un petit peu ce que j'ai trouvé comme réponse. Et lui, en fait, ce scientifique qui travaille sur Skinwalker Ranch m'a confirmé que le gouvernement, au travers de la période NEEDS, il semblerait que des trouvailles importantes auraient été faites et qu'elles auraient été communiquées directement vers le gouvernement américain, le Pentagone et DARPA, mais qu'aucune de ces informations qui ont été glanées par le NEEDS et par la période Bigelow, aucune de ces informations n'ont été partagées avec les gens qui ont travaillé sur la période Brandon Fugel. Donc il n'y a pas eu de continuité en fait. Donc on pourrait croire que entre la période NEEDS, Robert Bigelow et la période Brandon Fugel, il y a une forme de continuité, mais il n'y en a pas. Parce qu'ils ont recommencé à zéro. Rien n'a été échangé avec eux. Donc c'est le côté que je trouve très étrange, que je voulais partager avec vous, afin d'apporter un chapitre de clôture aujourd'hui. Maintenant, nous allons passer à vos commentaires. Donc, je vous remercie tous encore une fois pour vos commentaires et je vais relever ceux qui étaient particulièrement donc intéressants. Donc, il y avait Jessica Lorenzi qui me faisait un commentaire élogieux sur les analyses, les recherches, le niveau de partage que je réalise avec vous. C'était très élogieux. Je la remercie beaucoup. Toutefois, en fait, je dois vous donner du crédit aussi. Hein. Donc, encore une fois, je vous remercie tous de votre attention, de vos commentaires, qui témoignent en réalité de l'intérêt que vous y trouvez. De mon côté, je fais le nombre de vues que je mérite, et chaque vue, commentaire est un témoignage de votre attention. Donc, encore une fois, merci encore. Mais le crédit aussi vous revient, parce que si j'avais des gens qui ne communiquaient pas, qui donnaient juste des pouces d'appréciation, mais qui n'avaient pas d'échange avec moi, peut-être que les vidéos ne seraient pas aussi riches qu'elles ne le sont. Donc c'est aussi grâce à vous. Donc je vous retourne le commentaire, je retourne le commentaire aussi à Jessica Lorenzi. Donc merci pour les commentaires élogieux concernant les analyses, les remarques et les recherches, mais c'est aussi grâce à vous. Orange Givré me partageait l'idée de se sentir moins bête après chaque vidéo. Moi j'adore, parce que c'est exactement le cas pour moi en fait. Moi c'est plus j'apprends sur ces deux phénomènes. Donc au début c'était un travail d'analyse pour mon ami qui travaille à Skinwalker Ranch et au final ça a été un moyen d'apprentissage et j'ai voulu faire des vidéos parce qu'il y avait quelque chose de très intéressant à partager avec les gens. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire cette chaîne. Bon, la chaîne YouTube c'est un autre phénomène. C'est juste parce que je voulais partager ce que je savais dans l'histoire, la philosophie et autres. Je voulais partager mes connaissances avec tout le monde. Et puis j'en suis arrivé à faire, au fur et à mesure que je parlais avec mon ami qui me demandait de faire une analyse entre Skinwalker Ranch et Missing 411, j'en suis arrivé à faire des vidéos sur Missing 411. Donc
Donc effectivement, Orange Ivory a totalement raison. Moi, je me couche à chaque fois en me posant plus de questions que la veille. Donc c'est un bon signe. Et donc le but encore une fois de cette chaîne pour moi, c'est de partager des points et des analyses et de nous faire avancer respectivement. Cela s'applique à nous tous parce qu'en fait, je crois que l'intelligence humaine c'est un don de Dieu et qu'il faut l'utiliser, le partager avec tout le monde. Et le but c'est de se coucher un peu moins vide que nous ne l'avons été les nuits précédentes. Mais je disais aussi que nous devons collectivement nous demander où va l'humanité aujourd'hui. S'il y a un véritable problème avec l'humanité, moi j'ai certains doutes sur la capacité à l'humanité à grandir depuis quelques années déjà, et nous devons aussi collectivement nous poser la question sur ce phénomène également, qui est un autre phénomène, mais plus inquiétant par exemple. Eneriland partageait l'idée qu'une dissociation de la psyché d'Adam Mason pourrait être à l'origine de son changement catégorique et même de la perception de sa vie et de ses orientations sociales. Eneriland a mentionné que les régressions sous hypnose, afin de débloquer les éléments de la mémoire enfouie, sont souvent utilisées, mais sont souvent utilisées aussi aux États-Unis. Moi, c'est aussi ce que j'ai pu voir, c'est que beaucoup de gens qui ont subi des moments de perte de temps importants, des fois plusieurs heures, plusieurs jours, reviennent et font des régressions sous hypnose afin de débloquer de la mémoire qui sera enfouie dans des cas d'enlèvement extraterrestre. Mais il semble tout de même que ces disparitions aient pour but de changer ces personnes irrémédiablement, y compris pour les enfants en Australie. Parce que dans les témoignages que j'ai pu voir sur les 2 enfants qui avaient disparu en Australie, leur comportement avait largement changé. Alors, est-ce que c'était pour le mieux ou pour moins bien? Je ne sais pas. Après, on n'a pas plus d'informations sur l'évolution des enfants dans leur adolescence et dans leur vie adulte. Mais apparemment, leur comportement avait changé lorsqu'ils étaient revenus. Tout comme c'était le cas pour Adam Mason. De l'autre côté, Michel Breton nous partage le commentaire de trouver intéressante l'approche concernant l'antigravité. Mais Michel Breton suggérait l'utilisation de supraconducteurs afin d'ouvrir des environnements type atmosphère terrestre ou océan. Alors, pour moi, c'est une question fascinante, qui demandait naturellement une analyse un peu plus poussée, puisque je connais vaguement ce que sont les supraconducteurs, mais il fallait que je fasse une analyse. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui pourrait avoir un effet ou remplacer un système comme l'antigravité? Alors, de mon côté, de mon point de vue, cela serait une mauvaise interprétation. Car un supraconducteur sont principalement utilisés pour booster l'efficacité et la puissance de moteurs électriques et de générateurs. Ils sont qualifiés de diamagnet. Alors diamagnet, je sais pas comment le traduire en français, mais ce sont des technologies qui permettent de repousser les champs magnétiques de l'intérieur, ce qui permet une forme de lévitation magnétique, comme avec les trains à grande vitesse au Japon. Les trains à grande vitesse au Japon, par exemple, ne touchent pas les rails. C'est un système électromagnétique qui permet d'effectuer une répulsion entre la rame du train et le système qui structure le train, afin de permettre d'aller à des vitesses très importantes, mais sans une usure trop importante. C'est pour ça que le problème du TGV français, le recul qu'a pris prendre le TGV français, c'est qu'il roule sur des rails. Le TGV au Japon fonctionne avec un système à répulsion électromagnétique. Mais pour autant, un tel système basé sur les supraconducteurs ne permet pas de parcourir des environnements à base d'eau ou d'air sans résistance. Donc ne permettent aucunement une annulation de la gravité, comme les éléments 115, 116 le permettraient. Mais toutefois, c'est une très bonne question, parce que c'est effectivement des analyses qu'il faut avoir afin de comprendre si l'élément 115 ou l'élément 116 peuvent être une véritable avancée pour l'humanité. Et je le pense profondément que l'élément 115 et 116, une fois stabilisé pleinement, pourrait être un changement radical pour l'humanité. Brigand Stéphane, comme toujours, confirme sa vision extrêmement acérée, selon laquelle la disparition du vol MH370 serait l'œuvre d'une organisation militaire. Alors,
Alors, en termes de réponse, ce que je pourrais dire, c'est ce sujet qu'a abordé Brigand Stéphane est le sujet vers lequel je souhaitais arriver, en fait, en commençant cette série de vidéos. Mais en fait, il faut que, pour y arriver, il faut que on avance au fur et à mesure d'une manière consistante entre vous et moi, qu'on puisse partager une même base de compréhension du phénomène avant d'y arriver. Mais je devais attendre de vous exactement ça, de transmettre une base de connaissances communes avant d'aborder le sujet de plein pied. Et nous allons le faire dans la partie 2 du préambule aujourd'hui. Et pour répondre à Brigand Stéphane spécifiquement, qui nous gratifie toujours de ses commentaires très acérés et toujours très justes, il y a effectivement un ensemble de points concordants vers cette analyse qu'il y a effectivement une conspiration militaire. Et j'y viendrai juste après. Okay. Et Jessica Lorenzi, encore une fois, confirme ce point de vue de toutes les théories, que toutes les théories sont bonnes à être étudiées et analysées. Et pourquoi? Afin de les mettre de côté ou de les approfondir. Mais celle de Brigand Stéphane est absolument on the dime. On the dime, ça veut dire être totalement sur l'argent. C'est une expression en anglais qui dit you are on the dollar. C'est quand vous êtes sur l'argent, c'est à dire que vous êtes très juste dans ce que vous dites. Et ben l'analyse de Brigand Stéphane est effectivement très juste. Maintenant, concernant Skinwalker Ranch épisode 3, alors au premier abord, il me semble pour moi que vous n'ayez pas tous regardé la série Skinwalker Ranch, ou que le sujet lui-même vous est un petit peu rebuté. Comme Fred Magicos m'avait dit qu'il est resté un petit peu sur sa faim sur le phénomène, et que vous trouviez que le sujet était cinématographié ou un petit peu exagéré. Alors moi je peux vous assurer, comme Jessica Lorenzi le précisait, les Américains font du sensationnalisme sur de tels sujets. Et c'est vrai. Et c'est ce que j'avais dit par rapport à Brandon Fugal. Je pense qu'il en tire avantage juste pour en faire de l'argent ou pour booster sa notoriété, en fait. Mais moi, ce que je vous ai transmis, ce n'est absolument pas ça. Je vous ai transmis les éléments que je connais. Les éléments que mon ami qui est scientifique, qui travaille sur le Skinwalker Ranch, m'a dit et confirmé. Donc il y a certains détails qu'il m'a donné que j'ai partagé, qui sont vraiment les détails que lui m'a confirmé. Et puis lui, il a pris contact avec certains scientifiques qui travaillaient sur le Skinwalker Ranch durant la période Robert Bigelow, et lui ont confirmé ces événements que j'ai pu vous relater dans les deux parties, Sherman et Robert Bigelow. Toutefois, ma vue est sans contrefaçon. Est-ce que Skinwalker Ranch est un vrai phénomène? Oui, absolument. C'est un vrai phénomène. Tout ce que je vous ai dit est vrai, est relaté et catalogué. Toutefois, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre et que vous n'avez pas tant fait de commentaires que cela, donc j'ai pas plus de commentaires à aborder par rapport à Skinwalker Ranch. Okay. Donc maintenant, on va passer à la première partie qui sont les points de convergence entre Missing 411, épisode 9 et Skinwalker Ranch, épisode 3. Maintenant, chers amis, abordons la clôture du hors-série Skinwalker Ranch et les points, et donc nous allons le faire en abordant les points finaux de convergence entre Missing 411 et Skinwalker Ranch. Alors, quels sont les points de convergence majeurs? Premièrement, il y a les anomalies et portails interdimensionnels. Les deux enquêtes, Missing 411 et Skinwalker Ranch, mettent en avant la présence récurrente de portails interdimensionnels ou d'effets capables de manipuler l'espace-temps, observés par la technologie ou de manière sensorielle. Ces portails seraient facilités par des technologies ou phénomènes encore incompris liés à des éléments exotiques, type l'élément 115 ou l'élément 116, qui viendraient expliquer des disparitions soudaines, des trous de verre ou des trous de réalité, et des déplacements impossibles chez les témoins ou disparus, qui réapparaissent, 30, 40, 50 km plus loin, dans des situations incompréhensibles. Maintenant, il y a les anomalies électromagnétiques et perturbations techniques. Que ce soit au Skinwalker Ranch, ou lors des cas Missing 411, hors d'Amérique du Nord, ou en Amérique du Nord, de multiples phénomènes d'anomalies électromagnétiques, de panne d'appareils, de perte de navigation ou de sensations étranges sont soulignés. Ils sont interprétés comme des traces résiduelles de manipulation avancée de la gravité, de l'espace ou du champ électromagnétique en lien possible avec des technologies non humaines
ou des phénomènes naturels mal connus qui pourraient être dérivés de l'utilisation d'éléments 115 et d'éléments 116. On avait pu voir qu'effectivement que les ondes gravitationnelles sont des ondes électromagnétiques qui sont dirigées et utilisées quand il y a la manipulation des éléments 115 et 116. Ok? Donc il y a ces deux éléments-là qui convergent. Donc on voit bien que sur Skinwalker Ranch, quand on voit un portail interdimensionnel ou quand des gens disparaissent et que l'on trouve des traces d'électromagnétisme relativement forts, ou même des gens qui disparaissent dans des trous de verre ou dans des portails interdimensionnels, on entend leur voix mais on ne les voit plus parce qu'ils sont passés d'un autre côté. Donc ça indique que ces deux phénomènes convergent à ce niveau-là. Maintenant, il est vrai que dans les deux phénomènes, on voit un ciblage méthodique et deux phénomènes intelligents. Les deux univers, Missing 411 et Skinwalker Ranch, révèlent de multiples indices d'une intelligence à l'œuvre. Adaptation des phénomènes aux tentatives de mesure ou d'analyse. Mutilation animale inexplicable. Disparition suivant des schémas opérationnels récurrents, donc qui se répètent de manière systématique sur des fois 10, 20, 30, 40, 50, 100 ans. Ça n'a aucun sens. À moins que ce ne soit la même intelligence qui organise toutes ces disparitions. Cette intelligence semble non seulement tenir compte de l'environnement, mais aussi d'anticiper, voire de manipuler la perception des témoins et des enquêteurs eux-mêmes. Donc c'est un système qui est cognitif. On avait pu voir, ce que j'avais dit, c'est que le système Skinwalker Ranch semblait être un système précognitif. Moi qui suis un spécialiste de l'intelligence artificielle, dans les environnements technologiques chez les opérateurs, ce sont des systèmes que je voulais mettre en place, moi. Ce sont des systèmes d'analyse de data. On prend de la data. Le système d'intelligence artificielle prend la data, l'analyse, et est capable d'anticiper d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre, le comportement des utilisateurs et de définir qu'est-ce qui est un comportement normal et un comportement anormal. Donc c'est un système précognitif, intelligent. Mais pour avoir de l'intelligence, il faut de la donnée et il faut de la capacité d'analyse. On peut voir que les deux phénomènes ont cette capacité-là. Parce que dès que les gens disparaissent sans bruit. Sans absolument aucun bruit. C'est totalement fou. Et donc, c'est exactement pour ça qu'on voit une intelligence qui est à l'œuvre. Mais avec un ciblage méthodique. Parce que le ciblage méthodique, c'est pas simplement avoir un système récurrent. C'est de cibler des gens de moins de 2 ans, moins de 3 ans, des jeunes garçons, des adolescents, des jeunes adultes, des gens plus mûrs, et même des gens âgés. Donc on voit bien qu'il y a un ciblage méthodique dans des tranches d'âge précises. C'est-à-dire au commencement de la vie sur Terre, à un âge plus avancé, à un âge plus mûr et à un âge avancé. Donc on peut bien voir que c'est un moyen de cataloguer la race humaine. Je ne veux pas non plus passer trop de temps dessus parce qu'on en a parlé plusieurs fois, mais il y a aussi des limites de l'approche scientifique classique. Malgré l'utilisation de moyens technologiques et méthodologiques de pointe aujourd'hui, des capteurs infrarouges, capteurs thermiques, radars, analyse multispectrale, les deux phénomènes, Missing 411 et Skinwalker Ranch, concluent à l'insuffisance persistante de la science conventionnelle pour expliquer ces manifestations. La frontière entre science, folklore et paranormal reste poreuse. Et les phénomènes semblent souvent se moquer de nos protocoles d'observation et de nos capacités très limitées à anticiper ou analyser ce phénomène. Maintenant, que révèle cette convergence en réalité? La force de cette comparaison réside dans la mise en lumière d'un phénomène universel. Qu'il s'agisse de forêts américaines, de montagnes sacrées africaines ou de ranchs isolés de l'Utah, les récits de disparition, d'anomalies et d'intelligence non humaine défient la logique spatiale, temporelle et scientifique. Parce que tout ça c'est de la technologie, mais c'est tellement avancé par rapport à ce que nous sommes capables d'appréhender aujourd'hui que c'est simplement de la magie. Les périodes Sherman et Needs, avec
avec Robert Bigelow, ont révélé une grande tentative d'étudier un phénomène à la fois incompréhensible et fascinant, qui révélait une part sombre d'un phénomène inexplicable au vu des événements extrêmement diversifiés qui se déroulaient. Mon contact au sein de l'équipe scientifique du Skinwalker Ranch me confirme que la période NEEDS a été extrêmement influencée par l'armée américaine, le Pentagone et DARPA. Et toute information cruciale semble avoir été communiquée vers cette entité qui est le Pentagone et vers DARPA qui est un programme du Pentagone. Toutefois, la période Brandon Fugal, comme je le disais, a pris une tournure à la fois scientifique, mais tout en ne bénéficiant pas du travail qui a été réalisé par NEEDS ou Robert Bigelow. Ils ont recommencé à zéro. La période Brandon Fugal, elle a pris un accent cinématographique, un peu une foire, et puis de monétisation plus importante. Et actuellement, on peut assister à une tentative de Brandon Fugal d'utiliser le Skinwalker Ranch afin de booster son profil et sa notoriété. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ok. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez les choses autrement. Mon chers amis, maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de notre préambule, et qui concerne David Paulides et la connexion Missing 411 avec le phénomène UAP, UFO, qui représente les ovnis en fait. Donc, en termes d'introduction, je dirais que c'est un nouveau paradigme qui s'est dessiné à ce moment-là. Dans son dernier documentaire, qui s'appelle Missing 411 The UFO Connection, donc la connexion OVNI, David Paulides a franchi une étape essentielle. Jusqu'à présent, en fait, il n'émettait jamais de théorie quant aux disparitions Missing 411. Il rassemblait juste des faits. Et suite à un ensemble de témoignages qu'il a recueillis, notamment une personne que vous allez voir à l'écran dans quelques instants, qui va faire un témoignage, effectivement, il ose relier fait à l'appui les disparitions inexpliquées dans la nature et la réalité des phénomènes OVNI. Donc je vous laisse regarder la vidéo. Alors on peut voir dans cette séquence du documentaire de David Paulides que Peter Davenport, directeur du National UFO Reporting Center, ou Centre National de Témoignages d'OVNI, a relaté l'affaire de l'élan. Peter Davenport enquête sur les phénomènes liés aux ovnis comme les enlèvements mais également les crop circles. Il travaille notamment avec le MUFON qui s'appelle le Mutual UFO Network ou le réseau mutualisé sur les ovnis. Entre ces deux entités, le MUFON est plus un organisme d'enquête. Il indiquait qu'enquêter sur des cas prend énormément de ressources, donc il s'appuie sur le MUFON pour cela, parce qu'il est tout seul et effectivement il ne peut pas enquêter lui-même sur des cas répétés. Mais il est un moyen de rapporter les témoignages de gens qui ont pu voir ce type d'appareil. Il y a donc quelques années, 14 ou 15 personnes qui travaillaient à replanter des arbres pour une compagnie commerciale de logging. Alors le logging, c'est juste des gens qui coupent des troncs d'arbres, les ramènent pour des logiques de construction. Et ces personnes qui replantaient des arbres pour cette compagnie, ces personnes ont pu observer un ovni de moyenne taille venir dans la vallée où ils travaillaient pour se rapprocher d'un troupeau d'élans. Alors un élan s'étant isolé un petit peu tout seul dans la cohue de ce troupeau qui s'est éloigné, l'ovni s'est rapproché de lui et l'a extirpé du sol avec comme une sorte de rayon tracteur, puis s'est éloigné avec l'élan vers le nord sans faire le moindre bruit dans un silence glacial. Les différents témoins de la scène ont été très choqués et apeurés par la situation. Car effectivement, si un ovni pouvait faire cela à un élan qui peut peser entre 200 et 850 kg, alors que pouvait-il faire à un humain? Quand les personnes du MUFON les ont interrogés, ils ont confirmé que l'ovni finalement n'était pas de grande taille, était de relative petite taille, faisait à peu près la taille d'un SUV. Vous avez pu voir que d'une voix sobre, il pose la question devenue centrale. Et si ces deux phénomènes, jusqu'ici analysés séparément, et effectivement pris séparément, n'étaient finalement deux faces visibles d'un même phénomène? Moi, ma théorie, c'est qu'il y a plus de phénomènes qui sont reliés à Missing 411. Ce n'est pas le seul, mais c'est une des facettes du phénomène Missing 411. Donc maintenant, passons au chapitre 1 de la deuxième partie de notre préambule. Donc, le chapitre 1 de la deuxième partie de notre préambule, c'est disparition, ovni et convergence technologique. David Paulides expose une constante assez pertinente. Partout
Partout où l'on trouve des cas d'enlèvement mystérieux, chasseurs aguerris, enfants, experts ou même personnes âgées ou personnes comme des adolescents ou des personnes ou des jeunes adultes. On retrouve dans les jours ou heures proches des signalements d'objets volants non identifiés entourant les événements, ou bien de boules lumineuses, d'anomalies magnétiques qui sont signalées par des personnes qui observent ces phénomènes. Donc son documentaire, en fait, ne se contente pas de spéculer. Il rassemble des témoignages localement recoupés, interroge d'anciens agents du FBI, des membres de la police, des équipes de secours et pose une question très troublante. La technologie qui enlève ces personnes est-elle d'origine extraterrestre? Ou appartient-elle à une élite militaro-industrielle humaine, travaillant en collaboration ou en mimétisme avec une intelligence non humaine? Effectivement, dans ce chapitre 2 que nous faisons maintenant sur la deuxième partie de notre préambule, il y a l'utilisation illicite de technologies non humaines ou la révélation des sphères secrètes. Dans un podcast explosif de Sean Ryan, qui est un ancien de la CIA, il permet à un ancien des forces spéciales comme lui, de la CIA, de faire un témoignage confidentiel bouleversant la donne. Cette personne affirme avoir vu des appareils UFO, pilotés par des humains, utilisés dans le cadre d'opérations clandestines incluant trafic de drogue et traite humaine. Autrement dit, la technologie censée relever de la science-fiction ou d'une présence extraterrestre aurait déjà été récupérée et détournée par des organisations humaines pour mener des activités criminelles à l'abri de tout contrôle dans une impunité totale. Ce point est fondamental, car il suggère que certaines disparitions attribuées au paranormal dissimulent en fait des enlèvements ciblés opérés grâce à des moyens totalement invisibles aux appareils traditionnels, radars, caméras, témoins, ou même s'il y a un radar qui voit cet appareil ou qui arrive à fixer cet appareil, on va dire c'est un ovni. Donc on ne va pas suspecter une activité criminelle. Donc ce qui réduit finalement la frontière entre la menace extraterrestre et la menace humaine, qui s'effondre à mesure que les technologies convergent, voire fusionnent. Chapitre 3. L'hypothèse Nyara Isley, des enlèvements croisés et des exploitations cosmiques. Dans une interview donnée à Redacted, Nyara Isley, ancienne technicienne radar de l'US Air Force, confirme la pire des suspicions. Elle décrit des enlèvements répétés, où elle aurait été utilisée à la fois comme cobaye ou comme esclave sexuelle sur des bases secrètes, non seulement terrestres, mais aussi lunaires et martiennes. Pour elle, la technologie antigravité, téléportation, manipulation du temps et de la mémoire permet non seulement des expériences extraterrestres, mais aussi l'exploitation humaine par d'autres humains, en lien avec ces intelligences ou avec des programmes secrets qui échappent à tout contrôle démocratique. Ces récits convergent. L'utilisation de portails ou de portails interdimensionnels, de bases hors du monde et la poursuite d'un agenda commun entre certaines élites et les entités non humaines, agenda centré sur la maîtrise, la disparition et parfois l'expérimentation sans éthique. Dans un chapitre 4, des miettes de vérité, la trame Skinwalker Ranch. Que finalement retrouve-t-on au Skinwalker Ranch, comme je l'ai dit précédemment dans la partie 1. En fait, ce que l'on retrouve dans le Skinwalker Ranch, c'est un parallèle relativement troublant avec le phénomène Missing 411. Effectivement, des phénomènes d'enlèvement, d'apparition, déplacement instantané à travers des portails interdimensionnels, de lumière et d'orbes intelligentes, de mutilations étranges, tous ces symptômes sont clairement alignés avec ceux des cas Missing 411 et des témoignages de Nyara Isley. Notamment, il y a l'absence totale de réaction institutionnelle, brouillage des preuves, intimidation des témoins, même méthode, même rigueur du silence officiel. Au final, la technologie observée dans les disparitions Missing 411, les opérations criminelles dénoncées par Sean Ryan, les enlèvements décrites par Isley et les anomalies du Skinwalker Ranch partagent un ADN commun. Contrôle de l'espace-temps, suppression des traces, impunité totale, utilisation pour agenda caché, militaire, scientifique, criminel, voire transhumanisme.
Donc on parle de Niara Isley, elle parle même d'expériences sur des humains, organisées par des extraterrestres. Donc je dirais qu'en chapitre 5, ce qui est frappant, c'est le silence total et la suppression gouvernementale. Depuis des décennies, un mutisme absolu caractérise les institutions gouvernementales américaines ou gouvernementales de multiples gouvernements face aux disparitions inexpliquées qui touchaient à la fois le phénomène UFO, les enlèvements humains attribués à des entités type Sasquatch. Les familles victimes ou les témoins directs de rencontres avec ces phénomènes racontent fréquemment des témoignages ignorés, classés sans suite ou même effacés des dossiers officiels. Des enquêteurs privés ou journalistes dissuadés, parfois menacés ou intimidés par des représentants anonymes ou ce qu'on appelle Men in Black. Des preuves matérielles, photos, empreintes, vidéos, poils ou échantillons biologiques rapidement confisqués par les forces de l'ordre, le FBI, le National Park Service, voire des entités non identifiées qui permettent d'éliminer toutes ces traces ou toutes ces preuves. Les raisons invoquées seraient prétendue protection du public contre la panique, préservation de l'industrie du tourisme et du loisir en milieu sauvage, occultation de phénomènes échappant au contrôle scientifique ou organisationnel classique, volonté assumée de tenir l'opinion publique à distance de tout lien entre disparitions inexpliquées, technologie avancée non humaine et implications institutionnelles. Des familles rapportent avoir vu le comportement des autorités changer brutalement dès l'éruption du mot UFO, ou après la simple mention d'une créature géante vue avant la disparition d'un proche. Résultat, un sentiment d'abandon et la conviction pour nombre de témoins et ufologues que le gouvernement agit délibérément pour protéger des secrets qui dépassent de loin l'imagination populaire. Alors en chapitre 6, qu'est-ce que ça induit? Un pacte secret avec les extraterrestres. Il y a effectivement des rumeurs qui parlent depuis les années 50 à un emballement incontrôlé. Une rumeur persistante qui a ses racines dans la vague d'OVNI des années 1950 fait état d'un pacte secret entre le gouvernement américain et des entités extraterrestres. Selon cette théorie, les États-Unis auraient accepté de fermer les yeux sur un nombre limité d'enlèvements de citoyens en échange de transferts de technologies avancées, alliages inconnus, techniques de propulsion, dispositifs médicaux. Mais rapidement, cette transaction aurait échappé à tout contrôle. La rumeur affirme que les extraterrestres auraient commencé à profiter de la latitude accordée, menant à une explosion du nombre d'enlèvements, dépassant de très loin le cadre du quota ou du nombre qui aurait été fixé. Certaines branches de l'armée auraient tenté de reprendre la main en menant des opérations secrètes, aboutissant à l'utilisation de vaisseaux non identifiés, ce qui explique certains témoignages d'observation de militaires dans des ovnis sur le continent américain. Il y a eu plusieurs témoignages dans ce sens. Des activités illégales auraient été organisées autour de cette technologie. Trafic humain, trafic de drogue, déplacement de personnes à l'insu de tout contrôle civil. Donc, vous pouvez imaginer, si vous voulez faire voyager une personne sans qu'il y ait de preuves de son passage d'un continent ou d'un pays à un autre, sans passer par des douanes, vous utilisez une technologie non humaine que vous utilisez pour les besoins qui vous sont propres. Des révélations et témoignages comme ceux de Niara Isley corroborent l'existence de collaborations directes entre militaires américains et extraterrestres, mêlant expérimentation, manipulation psychologique et exploitation logistique des ovnis pour des activités relevant plus d'un État dans l'État, donc le Deep State, que d'une armée régulière. Certaines sources impliquent également l'implication de certains pays, comme le Canada, via des accords bilatéraux ou des permis de survol concédés à certaines entités dans les secteurs frontaliers ou nordiques sous contrainte de silence absolu. Donc en conclusion, qu'est-ce que l'on peut dire? Que nous allons vers une consolidation d'une conspiration institutionnelle globale. Au vu de l'accumulation d'éléments, des silences administratifs, suppression de preuves, témoignages d'initiés, explosion des disparitions, comportements anormaux des institutions, collusion militaire technologique, une conclusion s'impose. Des gouvernements tels que les États-Unis ou autres, et potentiellement d'autres alliés, sont non seulement au courant de la réalité du phénomène, mais ils y jouent un rôle actif, sans plus aucun égard pour l'intérêt collectif.
Donc c'est vraiment le deep state qui agit au plus profond de ce qu'on appelle qui est quelque chose de l'état profond. Il ne s'agit plus d'un simple camouflage, d'une gestion maladroite ou paranormale. Tout porte à croire que certains départements gouvernementaux ont sciemment négocié d'inoffensives expérimentations en échange de technologies avant d'en perdre le contrôle au profit d'acteurs non identifiés. La frontière entre les disparitions naturelles, les enlèvements de type OVNI ou UFO et les enlèvements attribués à des créatures type Sasquatch est devenue si floue que tous ces phénomènes semblent désormais instrumentalisés et exploités par une coalition secrète qui protège ses intérêts, y compris contre sa propre population. Face à cette machinerie, la vérité n'a que très peu de poids en réalité. Ce qui était autrefois l'apanage du folklore ou de la marginalité conspirationniste s'impose désormais comme une hypothèse plausible. Les États-Unis et ses alliés, depuis les années 1950, ont activement contribué à un phénomène d'enlèvement et de disparition hors de contrôle, en complicité volontaire ou subie avec des forces largement supérieures à leur portée démocratique et humaine. On parle de forces extraterrestres, forces interdimensionnelles ou de forces démoniaques. Parce que comme le faisait remarquer l'un de vous, il est effectivement vrai que certains acteurs médiatiques considèrent que ce que l'on appelle aujourd'hui des extraterrestres ne seraient pas forcément des extraterrestres, mais seraient peut-être des forces démoniaques, donc ce qu'on appelle des démons. Ce constat invite à une remise en question radicale de la confiance dans les institutions, mais aussi à la reconnaissance lucide d'un phénomène global, organisé, délibéré, et qui pour l'instant échappe à toute responsabilité publique, ou toute ce qu'on appelle oversight. En anglais, un oversight, c'est comme une observation gouvernementale. C'est-à-dire que le gouvernement est élu, le gouvernement est déterminé par des élus, qui sont élus par la population, et dans ce cadre-là, les élus devraient avoir un regard sur tout cela. Sauf que ce sont des activités totalement illégales, secrètes, ce qu'on appelle des black ops, des opérations sombres, opérations secrètes. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la partie 2 de notre épisode 10 et de la deuxième partie du préambule. Alors chers amis, maintenant nous allons attaquer la troisième partie de notre préambule, qui concerne la connexion Sasquatch, Bigfoot, connecté en fait avec le phénomène Missing 411. Alors ce que je vais faire, comme c'est une partie un peu plus longue, je vais la séparer en différents chapitres, ok, et avec quelques questions additionnelles pour, on va dire, expliquer le contexte. Donc, en introduction, c'est vrai que ce que je pourrais dire, c'est que depuis que l'on s'intéresse finalement aux disparitions inexplicables en pleine nature, ces fameux dossiers réunis sous l'appellation Missing 411 par David Paulides, il y a une question qui revient en toile de fond. Est-ce que la conspiration de type extraterrestre, interdimensionnelle ou même spirituelle, comme cela avait été mentionné par l'un d'entre vous, serait la seule option? Moi, je pense que non. Certains de ces cas ne seraient-ils pas liés à la présence de créatures insaisissables, aujourd'hui connues sous les noms de Bigfoot ou Sasquatch? Alors moi, je préfère utiliser le nom Sasquatch parce que ça définit des êtres de grande taille dans le langage des Premières Nations. Au fil des enquêtes, David Paulides a recensé de multiples dossiers où le facteur hominidé géant, ou Sasquatch, ne révèle pas seulement du folklore, mais repose sur des témoignages directs ou des indices troublants, souvent ignorés par les rapports officiels. On retrouve par exemple le dossier de Dennis Martin, vous vous souvenez lors de l'épisode 2 de Missing 411, ce jeune garçon disparu en 1969 dans le parc national des Great Smoky Mountains, où un témoin oculaire affirme avoir vu une grande silhouette sombre, bipède, portant ce qui ressemblait à un enfant inconscient sur son épaule, juste après la disparition du garçon. Et puis on avait vu l'intervention du FBI qui nous semblait très étrange parce que le FBI n'intervient pas dans des disparitions d'enfants. Dans les forêts du Montana et du Canada notamment, plusieurs randonneurs et chasseurs signalent lors de disparitions soudaines des cris inhumains, des odeurs pestilentielles et la découverte d'empreintes de taille et de profondeur inhabituelles, là où des personnes isolées ne seront jamais retrouvées.
Parfois, des parents déclarent avoir aperçu au moment de la disparition de leur enfant une forme massive se déplacer silencieusement en lisière de bois, puis disparaître sitôt poursuivi. Des policiers ou responsables de recherche évoquent à voix basse des cas où des vêtements ou des restes qui sont retrouvés dans des zones quasi inaccessibles à l'humain, souvent en hauteur ou à la cime d'arbres, comme si une créature dotée d'une force hors norme avait transporté la victime dans un accès impossible pour un animal classique ou un homme. D'autres cas, surtout dans le nord-ouest des États-Unis ou en Colombie-Britannique au Canada, donc l'ouest canadien, font état de disparition au moment même où la presse locale rapporte des vagues d'observation de Sasquatch, avec des descriptions de créatures agressives, territoriales, parfois même tentant d'enlever des enfants. Dans tous ces récits issus des dossiers Missing 411, la corrélation n'est jamais certaine en réalité, mais le doute s'installe. S'agit-il d'une coïncidence, d'une amplification collective ou bien d'un indice qu'une partie des disparitions inexpliquées pourrait avoir pour origine la présence d'hominidés insaisissables qui partagent notre territoire depuis des siècles, en marge de la civilisation? Donc avant de plonger dans l'histoire et le folklore entourant Bigfoot et Sasquatch, donc notamment Sasquatch, parce que je vais utiliser uniquement le terme Sasquatch, posons-nous avec rigueur une question. Et si la frontière entre l'homme, la nature et l'inconnu était finalement qu'une question de perception, de courage à regarder la vérité en face, même si elle dérange? Alors, chers amis, maintenant continuons sur le chapitre 1. Quels sont les possibles cas Missing 411 liés au Sasquatch? Dans sa documentation exhaustive sur les disparitions mystérieuses en pleine nature, David Paulides mentionne plusieurs cas où le contexte et certains éléments pointent vers la possible implication d'hominidés géants, sans jamais toutefois employer explicitement les termes Sasquatch ou Bigfoot. Mais il déroule les faits devant nous et nous devons peut-être interpréter d'une manière un petit peu plus personnelle les faits qui sont mis devant nous. Donc, voici une liste de cas souvent cités et discutés par la communauté des chercheurs et amateurs du phénomène. Dennis Martin, comme je le mentionnais, au sein des Great Smoky Mountains en 1969, un garçon disparu lors d'une sortie familiale avec la présence signalée d'une grande silhouette bipède. Theodore Ted Collins à Vancouver Island en 1966 en Colombie-Britannique, un enfant disparu en Colombie-Britannique, région de l'ouest du Canada, qui est connue pour de nombreux signalements de créatures géantes. Keith Parkins, c'est aussi un cas que nous avions vu ensemble, dans l'Oregon, en 1952, un enfant de 2 ans retrouvé vivant après une longue disparition dans une forêt dense, dans des circonstances jugées inexpliquées par les secouristes. Samuel Bolker, à Crater Lake National Park, dans l'Oregon en 2006, disparu dans une zone montagneuse connue pour ses traditions et signalements mystérieux. Kenny Veach, dans le Nevada en 2014, randonneur expérimenté, disparu brutalement après avoir témoigné d'un malaise étrange dans une vallée isolée et après avoir signalé avoir vu une créature bipède importante. Donc dans tous ces dossiers, David Paulides met en avant des indices tels que la présence de grandes empreintes, des hurlements, des odeurs inhabituelles, ou encore des témoignages locaux relatant des silhouettes massives observées dans les environs juste avant ou après la disparition. Pourtant, à aucun moment, David Paulides n'accuse ou n'incrimine fermement directement le Sasquatch, préférant laisser le doute et la réflexion ouverte autour de ces phénomènes. Parce qu'effectivement, quand on mentionne ces phénomènes, ça peut faire intervenir l'idée de quelqu'un qui est dérangé, de croire à ce genre de choses. Ces cas parmi tant d'autres illustrent combien certains dossiers Missing 411, pas tous, mais certains, s'inscrivent dans la convergence entre disparitions inexpliquées et traditions locales sur les hominidés géants d'Amérique du Nord et au-delà. Donc ce n'est pas que l'Amérique du Nord, parce que on retrouve des traces ou des légendes ou des origines autour des hominidés de grande taille dans toutes les régions du monde. Et c'est ce que nous allons voir maintenant dans le chapitre 2. Alors, chers amis, maintenant abordons le chapitre 2 où nous allons regarder quelles seraient les origines et les légendes autour du Sasquatch. Alors, le Sasquatch peut avoir beaucoup de noms.
Comme je vous l'ai dit auparavant, moi je vais plutôt utiliser Sasquatch, mais il y a le Bigfoot, il y a le Yeti, il y a différents noms qui identifient cet hominidé géant. Alors, serait-ce une autre branche de l'humanité? Alors, j'ai fait d'ailleurs, moi, une série de vidéos sur les interrogations sur les origines de l'humanité, où j'ai abordé ces questions de l'évolution de la race humaine qui n'est pas clairement établie. En fait, les origines de l'humanité ne sont pas clairement établies et l'évolution de l'Australopithèque jusqu'à nous, Homo sapiens sapiens, n'a pas été une évolution logique, mais une série d'événements, de progression extrêmement rapide qui reste en discussion et en questionnement, et possiblement d'interaction ou de mélange avec d'autres races dont nous retrouverons des traces dans notre ADN aujourd'hui. Notamment, la trace des Néandertals existe chez beaucoup d'Européens ou de personnes caucasiennes qui effectivement ont des traces de la race des Néandertals. Mais et tous les témoignages de personnes ayant aperçu un Sasquatch de relativement près confirment une intelligence et une approche stratégique, qu'il s'agisse de chasse ou d'attaque envers des humains ou envers d'autres animaux. Donc, serait-il possible que il y aurait une race parallèle à la race humaine qui aurait peu évolué depuis son origine, mais qui aurait gardé une forme d'intelligence extrêmement importante. Donc, dans de nombreuses cultures autochtones, les hominidés géants sont considérés comme une espèce cousine ou aînée de l'homme, mais plus ancienne, plus primitive, ou au contraire, on va dire, plus connectée à la Terre. Ils auraient choisi de vivre cachés dans la nature, loin des humains modernes que nous sommes devenus. Certains récits suggèrent qu'ils seraient les premiers peuples, les véritables gardiens de la nature, présents bien avant l'arrivée des hommes modernes dans certaines régions. Dans d'autres cas, ils sont décrits comme des esprits incarnés ou des êtres issus d'un ancien monde, voire d'un cataclysme antérieur à la mémoire humaine. Alors, effectivement, dans ma série sur les origines de l'humanité, j'ai pu déterminer dans l'épisode 2, que vous voyez l'image à l'écran, que en fait, le déluge serait une fracture pour l'humanité. Une fracture à la fois mémorielle, technologique, mais également spirituelle. Que nous avons perdu le sens de qui nous étions avant le déluge. Et que le déluge est une fracture, une scission avec la civilisation que nous sommes aujourd'hui. Et en fait, peut-être que cette civilisation des Sasquatch serait une évolution qui n'a pas évolué et qui existe bien avant le déluge. Okay? Et c'est ce que les légendes des anciennes civilisations nous disent. Alors, on peut effectivement regarder moi, durant mes recherches, là, j'ai pu contacter quelques tribus autochtones qui sont pas très loin, qui vivent pas très loin de chez moi, grâce à des contacts que j'ai. Et j'ai pu discuter avec différentes Premières Nations ou rentrer en contact avec elles, celles qui se trouvent dans l'Ouest américain, je vais en parler dans quelques instants, avec lesquelles j'ai pu rentrer en contact par téléphone. Alors, notamment dans l'Ouest américain, j'ai pu discuter avec ce qu'on appelle les Tutchone. Les Tutchone sont ce peuple autochtone du Yukon au Canada, qui parle de Bushmen ou Bushman Giants, donc de grands, des géants des forêts, de grands hommes sauvages, bipèdes, poilus et silencieux qui vivraient dans les régions reculées et montagneuses. Eux les considèrent comme des êtres humains, mais une branche cousine de la race humaine. Ce que disent les Tutchone, c'est que ce ne sont pas des animaux. Ils sont intelligents, organisés, plus forts que les humains que nous sommes, que les sapiens sapiens, et souvent considérés comme des adversaires ou des entités à craindre. Parce que, en fait, ils nous voient comme des adversaires. Ils nous voient comme des entités qui sont dangereuses. Les aînés disent que ces créatures observent les humains, les évitent la plupart du temps, mais une intrusion est considérée comme une agression territoriale, qui, lorsqu'elle n'est pas punie, peut amener un envahissement de leur territoire. Et eux considèrent que leur territoire est sacré, qu'en réalité, que le territoire dans lequel ils vivent est un territoire où leurs ancêtres ont toujours vécu. Donc ils ont la culture des aînés, le sacrement des aînés, et donc toute forme de pénétration de leur territoire est une agression totale, qui doit être punie de la manière la plus sévère. Dans certaines histoires, des jeunes femmes humaines disparaissent après s'être aventurées trop loin, seules en forêt,
Les anciens affirment que ces géants peuvent prendre des femmes humaines pour se reproduire ou même pour les élever en captivité. Il est rapporté notamment dans certaines communautés d'Akel voisines, c'est une autre tribu indienne avec lesquelles je n'ai pas parlé. Ils considèrent que les Sasquatch voient les blessés ou les hommes faibles comme potentiellement des cibles à enlever pour être potentiellement mangés, comme sacrifice pour les anciens. D'autres légendes amérindiennes existent, notamment avec le peuple Salish qui vit en Colombie-Britannique au Canada et qui voit... alors les Salish parlent depuis plusieurs siècles d'une créature connue sous le nom de Tesmequez, que la culture populaire maintenant appelle Sasquatch. Alors la Sasquatch c'est un nom générique pour les tribus indiennes, mais chaque tribu donne un nom spécifique. Et dans le cas de Salish, c'est Tesmequez. Ces êtres sont décrits comme de véritables grands géants poilus, marchant sur deux jambes, vivant profondément dans la forêt, dans des coins extrêmement reculés dans les forêts, et apparaissent généralement comme gardiens de la nature. Ils sont hautement territoriaux. Dans plusieurs traditions orales, ils enlèveraient des humains, parfois des femmes et des enfants, et les emmenant dans les montagnes pour les élever, parmi eux. Certains récits font état de bruits terrifiants ou de gestes menaçants lorsque des humains approchent de leur territoire sacré. Donc c'est pour ça qu'on parle de bruit sur ils frappent sur des arbres avec des outils, ils font des cris gutturaux très importants afin de faire fuir. Et si on ne réagit pas à ces avertissements, ils attaquent. Certains récits font état de bruits terrifiants ou de gestes menaçants lorsque les humains approchent, comme je le disais, de leur territoire sacré. De l'autre côté, il y a les Algonquins, les Cris et les Ojibwe qui sont du côté de l'est du Canada vers Québec et également au centre du Canada en Ontario ou dans le Manitoba. On parle de Wendigo. Alors, le Wendigo, pour moi, c'était perçu comme une entité spirituelle, bestiale, cannibale, liée à la faim ou à l'hiver. Certains récits évoquent certaines tribus comme les Cris ou les Algonquins évoquent une forme géante et bestiale, qui ressemble plus au Sasquatch, errant dans les vastes bois pour protéger certains lieux sacrés. Il peut être extrêmement violent, attaquant ceux qui souillent la terre ou qui enfreignent les lois naturelles. Il y a les tribus de la côte nord-ouest du Pacifique, donc aux États-Unis, qui parlent de Stick Indians. Alors les Stick Indians, stick c'est un bâton en fait, en anglais, qui seraient des créatures, les Stick Indians seraient des créatures forestières, invisibles ou semi-visibles, souvent décrites comme des êtres poilus, sauvages et agressifs, qui détestent les humains, qui haïssent vraiment les humains, qui chassent les intrus, provoquent des hallucinations et des désorientations grâce à leurs cris gutturaux qui ont une certaine fréquence de son qui amènerait une certaine forme de désorientation pour les humains lorsqu'ils sont ciblés par ces cris. Et potentiellement, ils font disparaître les gens. Donc, disparaître les gens, ça veut dire les emmener, les enlever, ou même les tuer ou les manger. En Australie, les mythes aborigènes parlent de Yowie. Alors, les tribus du Queensland et de la Nouvelle-Galles du Sud parlent du Yowie comme une figure mythologique, aborigène, comparée au Bigfoot. Il est décrit comme un géant velu, mesurant entre 2,5 m ou 3 mètres de haut. Donc, on va dire 9 à 10 pieds de haut, avec des capacités physiques impressionnantes. Le Yowie est censé protéger les zones forestières et attaquer les intrus qui ne respectent pas les lois du Dreamtime, le temps du rêve. Dans certaines histoires orales, il aurait tué ou enlevé des chasseurs osant aller trop loin dans la brousse sacrée. Alors j'expliquerai quand on va faire un épisode spécifiquement sur l'Australie par rapport au Sasquatch, j'expliquerai c'est quoi le temps du rêve. C'est assez fascinant d'ailleurs, hein. C'est la mythologie aborigène. Au Japon, on parle du folklore et des yokai des montagnes. Alors le yokai, ce serait le Sasquatch. Et dans la région d'Hiroshima, on parle de l'ibagon. Le l'ibagon, souvent appelé le Sasquatch japonais, est décrit comme un humanoïde de plus de 2 mètres de haut, allant jusqu'à 3-4 mètres de haut, au poil noir ou brun, vu à proximité des montagnes dans les années 70.
Il est évité par les locaux qui le décrivent comme hostile et capable de pousser des cris inhumains. Certains récits agricoles du folklore shinto évoquent aussi des kami, des montagnes agressives. Alors des kami, ce sont des animaux qui sont des animaux mythologiques de la mythologie japonaise, et on les considère comme des kami, comme des entités spirituelles qui protègent les rivières et les forêts et punissent les humains irrespectueux par la violence ou la maladie. Donc il y a eu, je ferai une émission, je pense, sur le Japon et la Chine, où j'expliquerai en fait les témoignages et les quelques accidents qui ont eu lieu, notamment par des gens qui ont fait du braconnage, donc qui ont voulu observer ces kami dans les montagnes. En Amérique du Sud, on parle de mythes indigènes, de la jungle amazonienne et des Andes. Au Pérou, il y a une variante sud-américaine du Sasquatch. Au Pérou, dans la région andine, donc là, dans la région des Andes, plusieurs tribus rapportent la présence de l'uku, UCU, une créature géante velue vivant dans la jungle profonde. Elle est connue pour terroriser les villages isolés et enlever des personnes, notamment la nuit. Des militaires et policiers auraient enquêté sur certaines apparitions de ces géants entre le Pérou et la Bolivie, avec des récits similaires à ceux qui existent en Amérique du Nord. Au Brésil, en Amazonie, Guatemala, au Costa Rica, le Mapingari est un être mythique géant, très poilu, à l'odeur nauséabonde. Ça, c'est un terme qui revient, que l'odeur du Sasquatch est vraiment... ça sent la pourriture. Et cet être mythique géant hanterait les forêts amazoniennes. Il est considéré comme un gardien interdit de la jungle, souvent associé au territoire sacré. Agressif, il déchirerait objets et ceux qui s'aventuraient trop loin dans la forêt vierge. Alors il y a eu beaucoup d'accidents là-dessus, des gens qui ont été arrachés en deux, et on a retrouvé leur corps, mais littéralement arrachés en deux, et ainsi que toutes leurs affaires, surtout les sacs à dos. En général, les Sasquatch, quand ils voient les sacs à dos des humains, ils les déchirent en deux de manière systématique. Des signalements contemporains d'observation de l'ukumar, du mapingari et de géants velus sont régulièrement rapportés en Argentine, au Pérou, en Bolivie, en Équateur et dans l'ouest du Brésil. Ces récits font partie de la culture populaire, se transmettent par la tradition orale et alimentent encore aujourd'hui non pas simplement l'imaginaire collectif, mais également beaucoup de témoignages de gens qui ont subi les attaques de ces entités ou de ces pseudo-humains, notamment dans l'Amérique du Sud, notamment Brésil, Guatemala, Costa Rica, Pérou, Chili. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous disent les Incas? Les Incas, qui étaient la civilisation, une des civilisations anciennes de l'Amérique du Sud, avant que les conquistadors ne viennent et ne les éliminent, la tradition orale ne mentionne pas explicitement un être identique au Sasquatch ou au Bigfoot nord-américain. Mais elle regorge de récits d'êtres géants, poilus et mystérieux, vivant dans les régions reculées des Andes et de l'Amazonie. Plusieurs chroniques et mythes incas parlent de la venue de géants, hombres gigantes ou gentiles, apparus avant les humains modernes. Donc ça correspond à ce que les Indiens disent, les Indiens d'Amérique du Nord. Ces créatures auraient été responsables de bouleversements territoriaux, de frayeurs dans les villages, auraient parfois attaqué ou effrayé les populations locales. Donc effectivement, on parle même, les Indiens d'Amérique du Nord parlent qu'il y a eu une guerre contre les Sasquatch, que les Sasquatch auraient attaqué régulièrement des villages, et pour se prémunir de leurs attaques, il y aurait eu une guerre contre les Sasquatch, que d'ailleurs les Indiens auraient gagné. Pedro Cieza de León, chroniqueur espagnol du XVIe siècle, évoque dans ses chroniques du Pérou, Crónicas del Perú, l'existence de géants venus de la mer qui auraient séjourné sur la côte péruvienne. Leur description était celle de grande taille, comportement agressif ou étrange, rappelle certains aspects attribués au Bigfoot ou Sasquatch nord-américain. Certains mythes quechua ou aymara évoquent également des créatures nocturnes, poilues, qui enlèvent des humains ou s'en prennent au bétail, assimilés à des esprits des forêts, ou ukumar zupai, littéralement qui signifie l'homme-ours ou ours-esprit. Alors maintenant, chers amis, j'aimerais aborder, je voulais garder pour la fin les légendes et les origines
de l'équivalent du Sasquatch, mais pour l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud, mais également la Russie. Alors pour une raison précise que vous verrez à la fin. Alors, en Afrique de l'Ouest, dans cette région, il n'existe pas une seule figure unique équivalente au Sasquatch, mais plusieurs peuples racontent l'existence d'êtres géants poilus, mi-humains, mi-animaux, vivant dans la forêt profonde. Le Konga Mato, plutôt connu comme une créature ailée en réalité, il existe des histoires de grands bipèdes inconnus, rôdant dans les zones forestières, mais comme ils se déplacent très facilement à travers la forêt, on lui a donné une forme ailée. Ok. Le peuple Akan au Ghana et Côte d'Ivoire évoque l'homme singe ou l'Anyamé Cécé, une créature géante et velue qui enlèverait parfois les enfants ou attaquerait les chasseurs imprudents. L'homme sauvage du Libéria et du Sierra Leone, des récits locaux font état d'hommes singes très grands, solitaires, couverts de poils et d'aspects très effrayants, vivant loin des villages et associés à des forêts tabous. En Afrique de l'Est, donc il représente plus l'Ouganda, le Kenya, la Zambie, la Tanzanie, enfin ce genre de pays. Ici, plusieurs peuples décrivent l'existence d'un être redouté, souvent vu comme gardien de la forêt ou prédateur nocturne. Le peuple Kikuyu, Kenya, parle du Nandi Bear, Kifaru Nandi, parfois décrit comme un grand mammifère bipède au crâne puissant, terriblement agressif, dont certains cryptozoologues pensent qu'il pourrait s'agir d'une survivance d'un grand primate inconnu. Les Maasai et Chaga, au Kenya et en Tanzanie, racontent des histoires sur des géants poilus qui vivent sur les pentes du Kilimandjaro, dans les forêts dotées d'une intelligence rusée, capable d'enlever du bétail ou de faire disparaître les gens. En Ouganda et au Rwanda, les récits du Nalebenga ou Ngoloko, grand être velu, associé aux forêts denses et généralement considéré comme un esprit ou un ancêtre maléfique. En Afrique australe, donc dans le folklore sud-africain, regorge de créatures hominoïdes mystérieuses, le Tokoloché, en Afrique du Sud, Zimbabwe et Botswana, surtout connu comme un esprit espiègle. Certains récits lui donnent taille et aspect géant, velu, bipède, errant la nuit pour effrayer ou enlever les humains. L'homme sauvage du Cap, il s'agit de descriptions très anciennes d'hommes animaux gigantesques, couverts de poils et parfois considérés comme les premiers habitants du continent sud-africain avant l'arrivée des tribus Kwasan et Bantous. Alors les Bantous se retrouvent partout en Afrique. Les Bantous, par exemple, l'origine, moi je suis originaire du Cameroun et je suis Bassa. Et les Bassa sont des Bantous. Et les Bantous se retrouvent également au Congo, en Afrique du Sud, mais se retrouvent à travers toute l'Afrique. Et puis il y a les San, les Bushmen, parlent dans leur mythe de grands hommes du désert, invisibles, ou se montrant uniquement à ceux qui ont enfreint les lois de la nature. Alors, en Russie, on parle les géants des forêts sibériennes, on parle de Almasty ou Almasty avec soit un Y soit un I. La Russie et plus généralement le Caucase et la Sibérie est riche en histoire d'hominoïdes sauvages. L'Almasty, notamment dans le Caucase, dans la Sibérie, en Asie centrale, cette créature est décrite comme un bipède gigantesque, poilu à la démarche lourde, souvent nocturne, vivant dans les montagnes du Caucase, l'Altaï ou les forêts sibériennes. Les populations des montagnes du Daghestan, Ingouchi ou Karbino-Balkari racontent que l'Almasty chasse le bétail et évite l'homme, mais peut enlever ou attaquer des personnes isolées. En Sibérie, certains chasseurs affirment avoir découvert d'énormes empreintes non attribuables à un ours ou à un homme, parfois considérées comme une relique d'hommes préhistoriques. D'autres le voient comme l'esprit d'un ancêtre ou d'un démon de la taïga. Il y a d'autres variantes, il y a le Tchouchtchounia en Sibérie occidentale, créature bipède très poilue, de très grande taille, observée près des fleuves ou dans la taïga profonde. Alors le Tchouchtchounia, moi j'en avais déjà entendu parler lorsque j'étais parti en Russie en déplacement professionnel, et il ressemble beaucoup, la description qu'on lui donne, c'est ressemble vraiment au Yéti en fait. Comme la Chine est relativement proche de la Russie, ils partagent, on va dire, des légendes à peu près similaires. Les peuples Evanks en Sibérie orientale racontent le Mirgidi,
le Merguili, qui est un géant qui enlève les femmes et les enfants ou punit les chasseurs irrespectueux. Synthèse. Alors, pourquoi je voulais regrouper les deux ensemble? Parce que l'Afrique, tout comme la Russie, conserve une tradition très vivante d'hommes sauvages géants, gardiens de la forêt, dans l'imaginaire collectif, source d'avertissement pour ne pas troubler la nature ou dépasser les tabous, parfois perçus comme esprits anciens, parfois comme derniers survivants d'espèces oubliées. Il y a une trame très spirituelle à tout cela, puisque effectivement, la Russie reste un pays profondément imbibé du christianisme, d'un christianisme très profond et très ancien, et notamment donc en Afrique, on retrouve la même spiritualité très profondément ancrée dans les mémoires et dans la tradition des gens. On parle de l'animisme, mais également d'une tradition chrétienne qui s'est effectivement ajoutée à une connaissance, on va dire, liée à la nature. Alors, chers amis, c'est vrai que je viens de passer à travers un ensemble de légendes anciennes, des plus anciennes civilisations sur Terre qui parlent notamment du Sasquatch, de manière générale, que ce soit au Japon, en Chine, que ce soit en Amérique du Nord et même en Europe. Il y a aussi des cas d'observation de Sasquatch en Europe, en Roumanie, en Pologne. Mais il y a aussi des questions additionnelles. Ok, je vais aborder des questions additionnelles. Donc, alors, question numéro 1. Alors, pourquoi les Sasquatch seraient si territoriaux et agressifs envers les humains? Alors, il faut déjà regarder le comportement très agressif qui est le nôtre, des êtres humains. Et nous avons la tendance de venir avec des fleurs, puis de sortir des fusils. L'histoire des conquistadors en Amérique du Sud, commençant par l'arrivée de Christophe Colomb en 1492, jusqu'au génocide de millions de descendants des Incas, prouve l'agressivité des humains. Et de saisir des territoires qui ne sont pas les leurs, et de ne pas laisser les peuples locaux en paix. La même situation depuis l'arrivée des Européens en Amérique du Nord par le bateau du Mayflower en 1620, qui fut le prélude d'une arrivée massive des Européens, mènera au génocide des Indiens d'Amérique du Nord. Donc que ce soit au Canada ou aux États-Unis, on parle de centaines de millions, voire proche du milliard d'habitants qui ont été éradiqués. En Amérique du Sud, de la même manière. Ainsi, si une race parallèle de l'humanité a évolué en connaissant la menace que représenterait l'humanité pour sa propre existence, serait ainsi motivée à adopter une attitude très agressive et territoriale envers d'autres animaux, et surtout envers les êtres humains. Donc, je relaterai notamment dans les cas du jour des cas d'agression d'animaux et d'animaux très imposants par le Sasquatch. Mais également, vous verrez au fur et à mesure des épisodes de Missing 411 Sasquatch, on verra plusieurs cas d'agressivité, mais qui semblent une agressivité, je dirais même excessive, ok, mais qui démontre bien une logique de territorialité. Question 2. Est-ce que les Sasquatch chasseraient les humains pour des besoins de nourriture? Alors, dans plusieurs traditions, notamment chez les Tutchon, les Cris, les Stamink et même les Inuits, il est mentionné que ces êtres, dans certaines circonstances, peuvent se nourrir de chair humaine, dans logique de sacrifice envers les anciens. Mais cela n'est pas systématique, mais peut arriver en période de famine ou lorsque les règles naturelles ou spirituelles sont transgressées par les humains lors de chasses sacrées, profanation de lieux tabous, de lieux sacrés pour eux. Dans ce cas-là, ils peuvent avoir, histoire d'apaiser les anciens, il y aurait un sacrifice et notamment logique de consommation de chair humaine. Les anciens déclarent également que les Sasquatch peuvent ressentir les intentions humaines. Si quelqu'un entre dans leur territoire avec peur ou malveillance, il devient une cible potentielle. S'il vient toutefois avec une logique de respect et venir avec des offrandes, quelquefois il peut agir de manière agressive, mais pas forcément attaquer. On a eu des cas où des gens, sachant dans quoi ils s'engageaient, venaient avec des offrandes et pouvaient traverser le territoire sans être agressés physiquement. Étaient agressés vocalement, mais pas physiquement. Question 3. Pourquoi les Sasquatch enlèveraient-ils les humains? Alors, oui, c'est une constante. Dans de nombreuses légendes autochtones nord-américaines et sud-américaines, il y a effectivement quelques exemples. Chez les Tutchon,
il est dit que certaines femmes emmenées dans les terres profondes reviennent des années plus tard marquées psychologiquement, parfois accompagnées d'enfants étranges, plus poilus, silencieux ou ne reviennent jamais. Chez les tribus Salish, on parle de femmes enlevées par des Sasquatch qui seraient utilisées pour la reproduction ou gardées comme compagnons malgré leur opposition. D'autres récits indiquent que les anciens Sasquatch sont en voie de disparition et cherchent à croiser leur lignée avec les humains pour conserver certains traits de leur espèce, notamment l'intelligence. Des rituels de protection sont enfin pratiqués chez certaines tribus indiennes pour éviter que les jeunes filles soient prises lorsqu'elles cueillent des plantes médicinales ou rendent hommage aux esprits de la forêt. Maintenant, pour illustrer en fait ce que j'affirme par rapport au Sasquatch et quelles sont des preuves potentielles hormis les cas que nous allons voir aujourd'hui dans les épisodes suivants, je peux effectivement mentionner un exemple édifiant, celui du cas de Portlock en Alaska. C'est une horreur documentée et qui confirme que les Sasquatch peuvent agir de manière très territoriale et dangereuse sur des centaines d'années. Donc Portlock, également connu sous le nom de Port Chatham, situé dans le sud de l'Alaska, est un village abandonné au milieu du XXe siècle, réputé pour avoir été terrorisé par des créatures géantes, velues, inconnues, depuis quelques centaines d'années. Alors, ce que l'on sait, c'est que les habitants locaux, donc les nations locales, parlent du Nantinak, une entité poilue bipède et très violente, mesurant parfois plus de 3 mètres de haut. Les récits s'étendent on va dire, du XVIIe siècle, depuis l'arrivée des Portugais, en passant par les Anglais et après les nations locales. Donc et puis le cœur du récit qui est vraiment bien documenté, c'est entre 1800 et 1950. Donc 150 ans où de nombreux mineurs, chasseurs, bûcherons, chercheurs d'or furent retrouvés morts dans les bois, parfois déchiquetés, écrasés, sans explication rationnelle. Plusieurs témoins ont rapporté avoir vu des créatures énormes, velues, poilues, traverser la rivière ou marcher en pleine tempête sans laisser de traces classiques. Ils laissaient des traces très importantes. Et face à l'intensification des événements, la totalité du village a été abandonnée entre 1949 et 1951. Et depuis, il y a eu quelques tentatives de personnes qui ont voulu documenter Portlock, qui sont allés à Portlock, ont été eux-mêmes agressés ou même certains ont disparu. Donc depuis, en fait, il est impossible d'aller à Portlock directement. Il faut demander des autorisations des nations locales et du gouvernement local afin d'accéder à Portlock, parce c'était considéré comme un site extrêmement dangereux. Donc, ce qui rend Portlock unique, c'est qu'il ne s'agit pas d'une simple légende orale, mais de rapports civils, militaires et médiatiques, certains encore consultables. Des enquêtes ont été ouvertes, mais aucune conclusion officielle n'a été publiée. Et moi, je ferai notamment, à partir je vais faire un petit hors-série de 2 épisodes sur Portlock. Et nous allons discuter de ça dans la conclusion dans quelques instants. Donc, chers amis, avant d'attaquer la conclusion du préambule, je voulais partager avec vous une discussion très intéressante que j'ai eue avec le docteur John Reardon de l'Université de Connecticut. Alors effectivement, c'est un doctorant, donc un professeur à la faculté de physiologie et de neurobiologie de l'Université du Connecticut, avec lequel j'ai pu rentrer en contact via un ami qui le connaît. Et je lui ai partagé une de mes vidéos pour qu'il voit un petit peu quelle est l'approche que j'avais dans mes vidéos. Donc il a trouvé ça intéressant, même si son niveau de français est inexistant, mais il a pu voir les sous-titres. Et il a trouvé ça intéressant. On a eu une longue discussion de plusieurs heures, mais ce que je voulais partager avec vous, c'était l'essence de ce que nous avons pu discuter. Et lui, en fait, il connaît très bien donc la légende autour du Sasquatch, du Bigfoot, parce qu'il a reçu beaucoup de preuves dans ce sens-là. Il a fait lui-même certaines recherches sur le terrain, notamment en Californie. Et il a trouvé lui-même un certain nombre de preuves. Et il me disait qu'une créature pseudo-humaine, telle qu'un Sasquatch, mesurant au maximum entre 3 mètres et 3 mètres 5 de haut, donc 10 à 12 pieds, dotée d'une musculature surdéveloppée, de longs bras jusqu'aux genoux et d'une intelligence comparable à celle des humains,
posséderait des capacités tout à fait exceptionnelles à la fois sur le plan physique et cognitif. Alors il me disait que, en termes de capacité physique, alors un tel pseudo-humain aurait une force colossale, bien plus développée que celle d'un gorille, parce qu'une telle masse musculaire permettrait de soulever, lancer ou briser des objets bien au-delà des capacités humaines, ou même au-delà de n'importe quel type de primate. Certains témoignages évoquent notamment le soulèvement de troncs d'arbres, le déplacement de gigantesques pierres ou l'ouverture de carcasses d'animaux d'un seul geste. On parle d'une endurance et d'une résistance accrue, adaptée à des environnements hostiles, froids extrêmes, forêts denses, montagnes escarpées. Ce corps pourrait survivre là où l'humain échoue. Marque de pas sur plusieurs kilomètres. Absence de traces malgré le terrain difficile. Vitesse et agilité. Malgré leur taille, de nombreux récits rapportent des déplacements silencieux, rapides, pouvant surprendre aussi bien des proies que des humains, grimper aux arbres, franchir des obstacles d'un bond puissant ou disparaître dans la pénombre en un éclair. Donc la rapidité et l'agilité seraient absolument décuplées. Et il y aurait eu aussi une adaptation sensorielle, parce que de telles capacités déclencheraient des sens qui seraient vraiment décuplés par rapport aux humains. Une vue nocturne aiguisée, ouïe et odorat supérieurs à ceux des humains. Certains témoins évoquent des réactions fuyantes bien avant l'approche de l'homme. Ça veut dire que bien avant l'approche de l'homme, il a une capacité sensorielle de savoir que quelque chose s'approche. Et des fois, pour éviter le conflit, il s'éloigne. Des capacités cognitives et stratégiques supérieures. L'intelligence tactique, des approches de chasse élaborées, embuscade, analyse du terrain, choix des victimes isolées, diversion et usage du relief ou des conditions naturelles pour piéger humains ou animaux. Communication discrète, possibilité de signaux non-verbaux, hurlements codés, imitation de chants d'oiseaux, ou même un langage rudimentaire ou très élaboré pour échanger entre congénères. Il y a l'évitement et le camouflage, l'utilisation distinctive de l'environnement pour se cacher, immobilité, mimétisme, déplacement contre le vent pour masquer son odeur, aptitude à surveiller sans être détecté. Il y a aussi la mémoire et l'apprentissage, la capacité à retenir les habitudes humaines, le passage, les horaires, les techniques de chasse, et aussi le cycle du sommeil, et à s'adapter pour éviter pièges, caméras ou dispositifs de surveillance. Maintenant, d'après le docteur Reeden, une telle créature pseudo-humaine aurait une relation particulière avec les humains. Il aurait un comportement territorial et défensif qui serait manifesté par une forte agressivité si la créature estime que son territoire est menacé. Et cela se traduirait par des attaques ciblées, des effarouchements, c'est-à-dire des cris vocaux pour faire fuir rapidement, voire d'enlèvement ou de meurtre dans des cas extrêmes. La sélectivité des attaques. Des témoignages suggèrent que les Sasquatch choisissent leur proie. Enfants, personnes isolées, animaux faibles ou personnes en difficulté. Ils évitent les groupes ou les endroits très fréquentés, ce qui dénote une forme d'analyse du risque. Donc, chers amis, maintenant, nous atteignons la conclusion de notre préambule. Donc, je vais faire une revue complète du préambule, mais également avant d'introduire effectivement ce qui va se passer pour la série Missing 411 et également les hors-séries qui vont suivre. Okay. Donc, au terme de ce vaste préambule, une certitude s'impose. Il existe un véritable fil rouge reliant les disparitions inexpliquées recensées par Missing 411, les phénomènes UAP-UFO mis en lumière par David Paulides dans son documentaire La connexion UFO, et la trame plurimillénaire des récits de créatures géantes, gardiennes ou menaces, qui traversent les légendes du monde entier. Si l'on croise toutes ces pistes, pour moi, il devient évident que le mystère ne se limite pas à un cadre géographique, culturel ou scientifique. Il s'inscrit dans une dynamique universelle où l'humain doit faire face à l'inconnu sous ses formes les plus déroutantes. Ce préambule met en lumière deux grandes lignes de force. D'un côté, l'opacité institutionnelle, la suppression des preuves et le flot d'hypothèses sur des pactes secrets avec des forces non humaines, interdimensionnelles ou spirituelles, laissant penser qu'un phénomène d'une ampleur inédite échappe à la fois au contrôle public et à la compréhension rationnelle. De l'autre côté,
Il y a la constance avec laquelle reviennent les récits de créatures bipèdes, géantes, que l'on retrouve jusque dans les mythes incas, la tradition autochtone canadienne, les légendes asiatiques, océaniques ou amazoniennes, montrent que l'humanité porte en elle la mémoire d'une altérité à la fois fascinante et inquiétante. Pour moi, cela est plus qu'une simple addition de faits étranges et de mythes. L'ensemble décide d'une réalité à l'échelle mondiale. L'homme moderne n'a pas seulement peur de ce qu'il ne comprend pas. Ce que nous retrouvons à travers le racisme et la discrimination entre des gens de différentes races dans la race humaine, ce qui est un non-sens absolu. Pourtant, l'être humain semble souvent l'ignorer ou déléguer à des institutions la tâche de garder la porte fermée sur les compréhensions, sur les mondes parallèles, les êtres cachés, les technologies inexplicables. Pourtant, ces disparitions, ces rencontres, ces rumeurs persistantes résistent à l'oubli. Dès lors, la véritable question devient, sommes-nous prêts à connaître ou à reconnaître la profondeur du mystère qui nous entoure, à accepter que notre monde est traversé par d'autres intelligences, d'autres êtres issus d'une histoire partagée mais dissimulée, et que notre sécurité n'est plus garantie par nos certitudes. La suite de cet épisode nous invite à plonger sans a priori dans les racines anthropologiques, spirituelles et géographiques du phénomène, à écouter la parole des anciens, à reconsidérer les faits et peut-être à entrevoir qu'une part de la solution réside dans notre capacité à accepter et protéger ce qui nous dépasse. Car au fil des civilisations, des continents et des siècles, c'est le même appel qui résonne. Ne tournons pas trop vite la page des mystères, car ce sont eux qui parlent le mieux de l'étendue encore inexplorée de l'aventure humaine ou du passé humain. Dans cette approche, nous allons maintenant pivoter vers une nouvelle direction de notre série Missing 411 qui sera maintenant intitulée Missing 411 Sasquatch, et nous commencerons avec un ensemble de hors-série. Donc dans quelques jours, je relâcherai, il y aura 2 épisodes du hors-série Portlock, Alaska, un effroyable récit des Sasquatch, et nous continuerons avec les Crop Circles, qui est est-ce un message extraterrestre ou interdimensionnel. Donc sur ce, nous allons maintenant attaquer les cas du jour. Chers amis, avant de commencer les cas du jour, donc je suis en train de débattre avec moi-même si je vais en faire 3, 4 ou plus, selon, ça dépendra de la durée que cela prendra. Mais parce que effectivement l'épisode a été plutôt long aujourd'hui, puis je ne voudrais pas trop tirer sur la corde. Mais toutefois, les cas que je relaterai en liaison avec le phénomène Sasquatch seront soit issus du catalogue Missing 411, ou issus de mes recherches dans des forums de discussion qui concernent des chasseurs, explorateurs expérimentés sur le sujet, ou de rapports officiels de la police. Toutefois, les noms que vous verrez sont bien réels, mais les rapports officiels divergent de la version que vous trouverez ici. Donc sur ce, passons au cas du jour. Alors, chers amis, maintenant nous allons commencer avec le cas numéro 1 de Jeremiah Vaughn en octobre 1998 en Alaska aux États-Unis. Le givre matinal crissait sous les bottes de Jeremiah Vaughn alors qu'il progressait à travers la dense zone sauvage de la réserve de Dry Hollow Ridge. Jeremiah était un ancien éclaireur de l'armée fort de 15 années d'expérience en matière de chasse. Jeremiah était retourné dans ses lieux de chasse favoris pour son expédition annuelle de chasse à l'élan en solitaire. Jeremiah était un chasseur averti. Il avait l'habitude de venir dans ce même endroit chaque année. Cette réserve était réputée pour sa faune abondante et la présence fréquente d'ours. La vue observable s'étendait sur des kilomètres de nature sauvage préservée, éloignée de la route la plus proche. Jeremiah se trouvait dans le hameau de Dry Hollow, s'appelant ainsi car il n'y avait pas d'eau courante. Même avec la végétation luxuriante, les tribus indigènes évitaient cet endroit, disant que la terre appartenait à quelque chose de très ancien et dangereux qui aimait la solitude. Ces histoires ont toujours amusé Jeremiah, qui pensait qu'elles n'étaient que des contes de feu de camp pour éloigner les étrangers des lieux importants. Alors, le 3e jour de son expédition, Jeremiah s'était levé avant le lever du jour et a préparé son matériel. Il avait suivi un élan la veille et voulait l'attraper dans une clairière rocheuse située à environ 3 km au nord-est de son camp. L'air était humide,
pendant qu'il marchait dans les arbres, utilisant sa boussole et la faible lumière du matin pour se guider, juste au moment où les premiers rayons de soleil commençaient à traverser le feuillage. Jeremiah a entendu le cri d'un élan résonner entre les arbres. Il a accéléré le pas, pressé d'atteindre la clairière. À son arrivée, il a choisi un endroit sur la crête où il pouvait se cacher et bien voir. Et en s'installant, il leva ses jumelles et remarqua un mouvement de l'autre côté de la clairière. Un gros ours grizzly, pesant près de 800 livres, donc environ 450 kilos, est sorti de l'arbre, traînant ce qui semblait être le corps d'un jeune élan. La scène n'était pas étrange. Les prédateurs cherchaient souvent de la nourriture ici, mais le comportement de l'ours semblait étrange. Il bougeait nerveusement, regardant autour de lui, en protégeant sa proie, maintenant inerte. Jeremiah resta complètement immobile, sachant qu'un mouvement brusque, même de loin, pourrait attirer l'attention. Sa patience a été récompensée quand, quelques minutes plus tard, la vraie source de l'anxiété de l'ours s'est révélée. Sortant des pins denses, de l'autre côté de la clairière, une grande silhouette est apparue, coupant le souffle de Jeremiah, debout sur deux jambes, recouverte d'une matière sombre. Cette densité de poils et de chevelure était si grosse qu'elle était plus grande qu'un énorme grizzly. Jeremiah a estimé que la créature mesure environ 2,70 m de haut, avec de larges épaules et des bras musclés. La lumière du matin a éclairé sa silhouette, montrant une forme ressemblant à un humain, mais avec des proportions impossibles pour un humain. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé très vite. L'ours, ressentant le danger, a abandonné sa proie et a attaqué l'intrus en rugissant fort. La créature a répondu avec un bruit rauque, ni tout à fait humain, ni tout à fait animal. Un bruit a résonné dans la clairière. Les deux titans se sont heurtés avec beaucoup de force, faisant fuir les oiseaux des arbres voisins. Le combat a duré moins de 2 minutes, mais il était très intense. Le grizzly, avec ses grandes mâchoires et griffes, arrachèrent des morceaux de poil à la créature bipède, mais l'humanoïde, la créature, montrait une force incroyable. Il se battait avec l'ours, le retournant et le frappant au sol plusieurs fois de coups puissants. La créature enfonça ses longs doigts dans le ventre de l'ours, lui ouvrant le ventre d'un coup violent. Le sol gelé était couvert de sang, tandis que les mouvements de l'ours s'affaiblissaient. La créature, qui était manifestement blessée au niveau de la poitrine et du bras, se tenant au-dessus de son adversaire tombé haletant, c'est à ce moment-là qu'il s'est tourné et a fixé Jeremiah pendant 3 battements de cœur qui ont semblé durer une éternité. Jeremiah fixait des yeux qui montraient une intelligence bien supérieure à celle des animaux qu'il avait rencontrés. Les yeux de la créature donnaient l'impression de reconnaître, d'évaluer, de transmettre un avertissement que Jeremiah comprendrait plus tard. Pars, ne reste pas. Ensuite, avec une étonnante agilité pour sa taille, la créature a pris le corps de l'ours et s'est retournée dans la forêt, laissant seulement des plantes écrasées et de la terre souillée de sang. Jeremiah a arrêté sa chasse. Dès qu'il est revenu au camp, il a préparé ses affaires en tremblant et il est parti le même jour, se forçant à marcher jusqu'à l'épuisement pour s'éloigner de ce qu'il avait vu. Pendant des années, il n'en parla qu'à son frère, qui le persuada que raconter une telle histoire le ferait se faire moquer, ou pire, ça pourrait en avoir un impact professionnel. 8 ans plus tard, Jeremiah a finalement raconté son expérience de manière anonyme sur un forum de chasse privé, là où moi j'ai pu voir le témoignage, conseillant aux autres d'éviter Hollow Ridge. La plupart des gens ont rejeté son récit en pensant que c'était une hallucination ou un mensonge. Plusieurs utilisateurs lui ont envoyé des messages privés avec des histoires similaires de la région. Les responsables de la faune en Alaska qui ont examiné des rapports sur des morts étranges d'ours dans la région ont conclu que cela était dû à des conflits entre des mâles grizzly pour leur territoire. Jeremiah n'est jamais retourné à Dry Hollow, mais il se souvenait toujours de cet endroit, surtout l'intelligence de l'animal dans ses yeux, alors qu'il le fixait avant de disparaître dans la grande nature sauvage de l'Alaska, emportant son trophée avec lui. Chers amis, maintenant abordons le cas numéro 2. L'histoire des frères Miguel et Ricardo Fuentes en 1986 au Chili, dans la forêt tropicale d'Aurelian Shroud. La forêt tropicale Aurelian Shroud, du moins c'est le nom qu'on donne en anglais, il y a peut-être un autre nom en espagnol que je ne connais pas,
s'étend à travers le Chili. Les régions du sud du Chili ressemblent à une couronne en émeraude. C'est un écosystème unique au monde où se trouvent des arbres anciens qui ont survécu depuis avant la colonisation européenne. Dans cette nature sauvage se trouvait la Reserva Encantada, une zone protégée connue des habitants pour des disparitions étranges et des bruits incompréhensibles qui résonnent dans les vallées les nuits sans lune. Les Mapuches, un peuple autochtone, ont toujours évité certaines parties de la forêt. Surtout le coin nord-ouest, très dense, qu'ils appelaient le terrain du sommeil, pensant que des êtres anciens y vivaient paisiblement. Au début de mars 1986, alors que l'automne commençait à s'installer dans l'hémisphère sud, une équipe de 5 bûcherons dirigée par le chef Ernesto Vega est entrée illégalement dans la zone protégée du nord-ouest de la réserve Encantada. L'équipe, travaillant pour une petite entreprise de bois à Portsmouth, avait reçu de grosses primes pour couper les grands arbres de Coig qui n'avaient pas été abattus. L'opération n'était pas du tout autorisée, était même illicite. Le groupe de bûcherons a travaillé sans autorisation et a choisi de le faire pendant une période où le service des forêts de la région avait des absences. Étaient présents Ernesto Vega, un chef d'équipe avec 20 ans d'expérience, les frères Miguel et Ricardo Fuentes, bûcherons professionnels de Valdivia, l'expert en équipement Javier Morales et le nouveau membre de l'équipe, Daniel Herrera, un jeune homme de 26 ans ayant quitté ses études pour gagner de l'argent rapidement. Ils sont entrés dans la réserve avec 2 camions puissants, du matériel de scierie portable et des provisions pour une expédition d'environ 10 jours. D'après les rapports d'enquête, l'équipe a installé un camp de base à environ 12 km à l'intérieur de la zone interdite, choisissant un endroit facile à défendre sur un terrain légèrement surélevé près d'un petit ruisseau. Le but étant de voir venir s'il pouvait y avoir des prédateurs qui s'approchaient, notamment des ours. Les 3 premiers jours se sont bien passés. L'équipe a coupé plusieurs grands arbres et les a préparés sur place pour le transport. Les conditions météorologiques restaient bonnes, mais Daniel a ensuite écrit dans son journal, retrouvé un peu plus tard, qu'une épaisse brume se levait chaque nuit avec des bruits de coups réguliers, on va dire même pas réguliers, mais même rythmiques, qui ressemblaient presque à de la musique, venus de la forêt environnante. La 4e nuit, quelque chose a attaqué leur voiture. L'enquête initiale a conclu qu'un grand ours avait été attiré par leur nourriture. Même si les ours à lunettes, parce qu'on a l'impression qu'ils portent des lunettes, on appelle ça aussi des ours spectraux, n'avaient pas été vus dans cette région depuis des décennies. Le camp était très endommagé, comme s'il y avait eu une lutte violente, et le 2e véhicule de l'équipe renversé. Des traces de sang indiquent qu'il y avait eu au moins un blessé sérieux lors de cette première rencontre. Ce qui s'est passé dans les 48 heures suivantes reste toujours inconnu. 9 jours après leur entrée dans la réserve, seul Daniel Herrera est sorti de la forêt. Un berger mapuche l'a trouvé à environ 8 km de l'endroit où l'équipe avait installé son camp. Daniel était très déshydraté, couvert de boue et de sang, avec de profondes coupures dans le dos et une fracture ouverte au bras gauche. Ce qui préoccupait davantage le personnel médical, c'était plutôt son état psychologique. Il était très paranoïaque, sursautant au moindre bruit et murmurant sans cesse à propos de celui qui avait brisé Javier comme une brindille. Le service forestier chilien et la police locale ont lancé une opération de recherche après que l'état de santé de Daniel se soit stabilisé. À 2 km du camp de bûcherons abandonnés, les équipes de recherche ont retrouvé les corps de 2 membres de l'équipe, Miguel Fuentes et Ernesto Vega. Les 2 corps démontraient des signes de blessures graves consistante avec une attaque d'un grand prédateur avec une extrême violence. Les restes de Miguel ont été retrouvés coincés à 4,5 mètres de haut dans une fourche d'arbres, tandis que le corps d'Ernesto était partiellement enterré sous les débris de la forêt, avec juste les jambes et la tête qui dépassaient, et le corps qui avait été piétiné de manière extrêmement violente, qui avait complètement écrasé sa cage thoracique. Les enquêteurs ont d'abord pensé que cela ressemblait à un comportement de sauvegarde de nourriture de la part d'un ours. Cependant, plusieurs détails ont posé problème dans l'enquête. Premièrement, le diamètre de la morsure sur l'épaule d'Ernesto était bien plus large que celui de tout prédateur connu dans la région.
De plus, des traces trouvées autour des 2 sites de récupération montraient un mélange déroutant de traces d'ours, ce que le chercheur principal a décrit dans son rapport officiel, mais aussi des empreintes bipédales d'un bipède avec des traces et des traces de pas d'environ 45 cm de long, voire 50 cm de long, avec 5 marques d'orteils distinctes et exposées avec des griffes. Les corps de Ricardo Fuentes et Javier Morales n'ont jamais été retrouvés, malgré une opération de recherche de 3 semaines avec des chiens pisteurs, des chiens cadavériques et des hélicoptères. La recherche a finalement été arrêtée à cause des conditions météorologiques de plus en plus dangereuses et du terrain qui devenait simplement impraticable. Daniel Herrera a passé 6 semaines à l'hôpital où il a été diagnostiqué avec un trouble de stress post-traumatique sévère et traité pour ses blessures physiques. Sa dernière déclaration écrite, remise aux autorités avant qu'il ne quitte brusquement et sorte complètement du champ de cette enquête et de cette histoire, contenait des allégations inquiétantes qui contredisaient les enquêtes officielles. Ce que dit Daniel, c'est qu'un gros ours a attaqué leur camp la 4e nuit, blessant Ricardo et endommageant une grande partie de leur équipement. En fait, ce que dit Daniel, c'est que quand l'ours est venu, il fuyait quelque chose. L'ours était en fuite et il est tombé sur le groupe humain et par réaction de peur, il aurait attaqué. Donc, cependant, Daniel a aussi dit que pendant que l'équipe essayait de soigner les blessures de Ricardo, une autre créature qu'il a décrite comme un homme géant et poilu, se déplaçant dans les arbres comme un fantôme, est sorti de l'obscurité et attaqué l'ours avec une telle violence que c'était incompréhensible. Daniel a décrit cette créature bipède extrêmement violente, d'une force incroyable, a éventré l'ours avec des mains humaines mais des griffes de démon en quelques secondes. Puis finalement, après s'être débarrassé de l'ours, il s'est concentré sur l'équipe de bûcherons qui avait peur, et dans le désordre qui suivait, Daniel dit avoir vu Javier se faire soulever par l'entité bipède et être projeté contre un arbre avec une telle force qu'il est mort sur le coup. Ernesto et Miguel ont essayé de s'enfuir dans des directions différentes, tandis que Daniel et Ricardo, qui étaient blessés, se cachaient sous le véhicule retourné. Daniel a dit qu'il a vu avec horreur la créature attraper les 2 hommes et les tuer rapidement avant de revenir chercher les autres membres de l'équipe. Daniel et Ricardo ont passé la nuit cachés avant d'essayer de rejoindre la civilisation le matin suivant. Pendant leur fuite, ils ont de nouveau croisé la créature près d'un ravin étroit. Ricardo s'est sacrifié pour attirer l'attention de cette entité bipède pendant que Daniel s'échappait. Et dans les dernières pages de son récit, Daniel a entendu les cris de Ricardo pendant près de 20 minutes avant que le silence ne tombe sur la forêt. Les dossiers officiels ont classé l'incident comme une mort causée par des animaux sauvages connus, des ours à lunettes, qui avaient disparu depuis des décennies, mais qui a finalement soi-disant attaqué le campement. Le décès a été attribué à un ours à lunettes, comme je le disais, qui s'était aventuré plus au sud que d'habitude. L'entreprise de bois a reçu une lourde amende pour son activité illégale et le coin nord-ouest de la Reserva Encantada a été placé sous surveillance renforcée, avec la protection organisée avec des postes de surveillance permanents le long des frontières de la zone. Le dossier était officiellement fermé fin 1986, mais des rumeurs ont continué à circuler dans les villages aux alentours. Des rangers locaux ont parfois signalé avoir trouvé des arbres marqués par de profondes entailles parallèles à une hauteur que les animaux connus ne peuvent pas atteindre. Par ailleurs, des randonneurs dans les environs ont parfois parlé de bruits étranges, rythmiques, qui étaient entendus dans la forêt. Et des bruits de pas étranges suivaient leur déplacement dans la végétation dense. Ces récits ont fini par former un folklore régional sur la Bestia de Encantada, une entité gardienne qui protégeait l'ancienne forêt des humains avec une grande violence. Et je tiens à faire remarquer que
Je tiens à faire remarquer que quand on retrouve les restes de Miguel qui ont été retrouvés coincés à 4,5 mètres de haut, je ne sais pas comment un ours serait capable de faire ça. Chers amis, attaquons le cas numéro 3 avec Elliot McRae, 34 ans, 1973, territoire du Yukon au Canada. La station de patrouille de Highwater était une tour solitaire à la frontière de la civilisation dans le grand nord du territoire du Yukon. Créée en 1962 pour surveiller les zones sauvages du Canada, la station était composée d'un solide chalet en rondin, d'un petit abri pour le matériel et d'une tour de radio qui permettait de rester en contact avec l'extérieur. Elle se situe à environ 80 km du village le plus proche. La zone de Highwater n'était accessible que par la plaine de Bush en été ou par motoneige en hiver. Les stations de surveillance avaient pour but principal de suivre, de surveiller les populations d'animaux sauvages, de surveiller la chasse illégale et de réaliser des études environnementales sur un territoire de la taille environ de la Belgique. Pendant l'hiver très difficile de 1973, Elliot McRae, un ancien ranger militaire de 34 ans avec 8 ans de service dans les forces spéciales canadiennes, a accepté un poste saisonnier dans les endroits isolés. Le service canadien de la faune avait commencé à recruter des anciens militaires qui avaient les compétences nécessaires pour survivre dans des conditions extrêmes. Le passé militaire d'Elliot l'avait préparé au défi physique de sa mission, mais rien dans son entraînement ne l'avait préparé à ce qu'il aurait à vivre pendant ces 3 mois de déploiement. Elliot est arrivé à Highwater à la fin novembre avec son partenaire de surveillance Marcus Patterson, un biologiste de la faune de Vancouver. Avec leur expérience du Nord, les 6 premières semaines se sont écoulées sans incident. Les hommes ont établi une routine en s'occupant de la station, en faisant des contrôles radio réguliers et en effectuant des travaux de reconnaissance dans un rayon de 15 km autour de la cabane. La température ne dépassait presque jamais moins 20 degrés et il y avait à peine 4 heures de lumière pendant l'hiver. Début janvier, lors d'une inspection normale, Marcus a vu un grand ours grizzly à environ 200 mètres de la station. C'était assez étrange car la présence d'un ours actif en plein hiver était excessivement rare, car la plupart hibernent normalement. Inquiet que l'ours puisse être malade ou blessé, Marcus a tiré un coup de feu pour l'éloigner de la station. L'ours s'est éloigné de par la peur du coup de feu. Les hommes ensuite ont pris des précautions pour protéger leurs affaires et gérer leurs déchets afin de ne pas attirer l'animal le matin suivant. Ils ont trouvé une scène troublante. L'ours était mort, au bord de la forêt, à environ 30 mètres de l'endroit où on l'avait vu pour la dernière fois. L'examen initial a montré que l'animal était tombé et était mort de cause inconnue, probablement lié à quelque chose qui l'avait empêché d'hiberner correctement. Elliot et Marcus ont noté la découverte selon le protocole standard et ont prévu d'examiner la carcasse. En revenant sur le site moins d'1 heure après leur vérification radio du matin, ils ont découvert quelque chose d'inexplicable. Le corps de l'ours avait été traîné environ 10 mètres vers la forêt plus dense, laissant une trace large dans la neige. Plus inquiétant, la trace ne montrait aucun signe de plusieurs prédateurs. Quelque chose a déplacé le gros corps de plus de 300 kilos en un seul mouvement. Et il semble que l'ours ait été soulevé partiellement du sol. Donc un prédateur ou quelque chose l'aurait tiré extrêmement fort et puissant. En réalisant qu'il y avait un danger, Elliot a demandé qu'il retourne à la station et qu'il ferme toutes les entrées. Tout au long de cette journée, ils ont observé le site par les fenêtres des cabines, mais n'ont rien vu d'autre. Quand la nuit est tombée, la température a chuté près de moins 40 degrés, créant un phénomène appelé silence glacé, où le son se propage très loin dans l'air froid et dense de l'Arctique. C'est pendant ce silence profond qu'Elliot a vu quelque chose qui le hantrait pendant des décennies. Pendant que Marcus dormait, Elliot veillait à la fenêtre nord de la cabane vers 2h17 du matin. Et Elliot a noté dans son journal qu'il a vu une grande silhouette se déplacer silencieusement entre les arbres. Il a décrit cette créature comme un prédateur debout avec des épaules plus larges que celles d'un homme, couvert d'une fourrure sombre qui semblait presque noire sur la neige. La créature avait une force incroyable. Elle a soulevé sans effort un grand ours mort et l'a mis sur ses épaules.
Elliott a estimé que la silhouette mesure environ 2,5 mètres, 3 mètres de haut, lorsqu'elle était entièrement droite. Ce qui l'a plus dérangé, c'est l'intelligence évidente dans les mouvements de la créature. Il a examiné tout ce qui l'entourait, éviter d'être vu et faire une longue inspection de la cabane où Elliott était avant de s'en aller dans la forêt avec sa charge. Elliott a réveillé Marcus, mais quand ils ont été prêts à enquêter, l'entité avait disparu, ne laissant que de grandes traces et une traînée de sang qui s'enfonçait dans la forêt dense. Les empreintes mesurant environ presque 45 cm de long, voire 50 cm, avec une forme arquée, et 5 marques de doigts montrant qu'elles appartenaient à un être bipède et qu'elles ne correspondaient à aucun animal connu dans la région. Le lendemain matin, ils ont signalé l'incident lors de leur contact radio prévu en le décrivant comme une activité de prédateur étrange. Le responsable de la station leur a demandé de ne pas enquêter davantage et de garder des mesures de sécurité et surtout de garder leur distance, mais surtout d'adopter des mesures de sécurité renforcées jusqu'à ce que le vol de ravitaillement prévu puisse les évacuer la semaine suivante. Donc une tempête de neige importante a tout de même malheureusement retardé l'évacuation. Pendant 3 jours de plus, Elliott a entendu de forts bruits de pas autour de la cabane, chaque nuit. Mais la créature ne s'est jamais montrée. À leur retour, Elliott et Marcus ont été interrogés séparément par des responsables du service de la faune. Le rapport officiel a décrit l'incident comme une rencontre avec un ours grizzly désorienté, indiquant que le stress et l'isolement avaient influencé sur la perception des 2 hommes. Marcus, qui est un chercheur dont la carrière dépendait de bonnes relations avec le service, a finalement accepté cette explication en public. Elliott a exprimé des doutes à ses collègues, mais il a quand même affirmé que ses observations étaient justes. Ses notes de journal, avec des mesures précises et des observations, montraient son entraînement militaire et sa capacité à observer et à rendre compte. Lorsque les responsables de la faune lui ont demandé de changer quelques détails peu crédibles de son récit avant de le soumettre, Elliott a quitté complètement son poste. 6 mois plus tard, la station a été définitivement fermée pour des raisons d'organisation et de budget. L'annonce officielle a indiqué que le suivi environnemental se fera lors d'expéditions saisonnières au lieu de bases fixes, ce qui utilise mieux les ressources limitées. Le journal d'Elliott de cet hiver, avec des dessins et des pistes et des descriptions de la rencontre, ont disparu. Des années plus tard, un libraire de White Horse a trouvé le livre dans une boutique d'occasion. Il se souvient l'avoir acheté avec d'autres objets d'une vente de biens après la mort d'Elliott en 1997. Plusieurs pages avaient été déplacées et les timbres officiels du service de la faune montraient que le journal avait été examiné en interne avant d'être mal classé comme effet personnel et renvoyé avec les autres affaires d'Elliott. Des pilotes du Bush qui avaient travaillé dans le poste avancé au nord à cette époque racontaient parfois des histoires sur l'hiver final avec des bruits étranges qui étaient notamment notifiés par différentes personnes qui travaillaient dans les environs. Les personnes qui ont effectué l'évacuation d'Elliott et de Marcus ont raconté qu'ils avaient vu des arbres cassés formant des motifs étranges dans la forêt. Des arbres brisés à plus de 2 mètres de haut ont formé un chemin qui semblait aller vers le nord, dans une zone complètement déserte. L'explication officielle a dit que les dommages étaient causés par une tempête de glace, mais les relevés météo ne montraient pas qu'il y ait eu un tel événement à ce moment-là. Ensuite, les coordonnées de la station de Highwater ont été retirées des cartes mises à jour de la région et l'endroit a été intégré dans une réserve naturelle élargie avec des restrictions d'accès. Des images satellites récentes montrent que la cabane s'est effondrée depuis longtemps, recouverte depuis lors par la nature sauvage.